C'est parti. Un constat, un combat. Dans un monde où l'information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, l'actualité espagnole avec Nicolas Klein. Bonjour monsieur Nicolas, Bonjour. comment allez-vous? Ah bah très bien, et vous? Ah, fort bien, merci beaucoup. Donc, pour rappel à nos auditeurs, vous étiez déjà passé sur la zone libre il y a quelques mois de cela, avant, si je ne m'abuse, les dernières élections législatives espagnoles, Mmh. où vous aviez abordé, entre autres, les volontés du PSOE et de Pedro Sanchez de concentrer plus de pouvoir entre leurs mains et de verrouiller un peu le système politique espagnol, Mmh. à peu près. Oui, c'est ça. Et, du coup, pour préparer le contexte d'aujourd'hui, que s'est-il passé depuis? Éclairez-nous, un petit peu s'il y a eu, des nouveautés avant les événements, qui seront le cœur de cette émission. Alors, j'étais effectivement intervenu, en fait, même avant le début du cycle législatif de 2023 qui, avait débuté dans le cadre, des élections régionales et municipales, hein. J'avais déjà expliqué, je crois que c'était chez vous, que, Mmh. ces élections revêtent une importance tout à fait capitale en Espagne parce que, les régions espagnoles, les communautés autonomes, hein, comme on les appelle, sont investies de beaucoup plus de pouvoir et ont beaucoup plus de, compétences, notamment budgétaires, que les régions françaises. Donc c'était le 28 mai 2023 et il se trouve que ces élections régionales et municipales ont été un énorme échec pour le Parti socialiste en particulier et pour la gauche espagnole en général, puisque, le Parti socialiste a perdu l'essentiel des régions qu'il contrôlait et qu'en fait, aujourd'hui, sur 12 des 17 communautés autonomes, des 17 régions espagnoles, sur les 17 pardon, communautés autonomes espagnoles, justement 12 sont contrôlées par la droite, par le Mmh. Parti populaire. Alors, soit en majorité absolue du Parti populaire, donc la droite classique, soit en alliance avec, la droite radicale de Vox. I En fait, en Mmh. Espagne, il n'y a pas de cordon sanitaire véritablement vis-à-vis de Vox. Alors les relations entre le Parti populaire et Vox sont parfois compliquées, mais quand le Parti populaire a vraiment besoin de Vox pour gouverner, finalement, les états d'âme sont assez vite balayés. C'est pragmatique. Voilà, oui, non, mais sur le plan électoral, c'est assez logique, mais disons que, ça peut contraster avec la situation française et notamment la relation entre ce qui est la droite classique française, les Républicains et puis le Rassemblement national notamment. Donc Mmh. gros échec pour, le Parti socialiste. La droite contrôle 12 des communautés autonomes, seule ou en coalition avec Vox. Dans une 13e de ces communautés autonomes qui sont les îles Canaries, le Parti populaire, soutient en coalition, la droite régionaliste de la coalition canarienne. Et donc, grosse claque, hein, électorale pour le Parti socialiste et ses alliés de gauche. Puis au niveau municipal, le panorama n'est pas beaucoup plus brillant pour la gauche parce qu'en fait, la gauche perd énormément des municipalités importantes ou moyennes qu'elle contrôlait. Par exemple, si vous tracez une ligne, qui traverse le centre de l'Espagne, qui passe par Madrid, une ligne horizontale Mmh. et que, ensuite vous allez vers le sud, vous remarquez qu'il n'y a pas une capitale de province contrôlée par la gauche. Pas une, d'accord? En péninsule ibérique, tout du moins, parce qu'aux îles Canaries, c'est un peu plus particulier. Mais en péninsule ibérique, dans la partie continentale, toutes les capitales de province, c'est-à-dire en fait l'équivalent de nos chefs-lieux de département, si vous voulez, sont dirigées par la droite. Y compris, par exemple, dans des communautés autonomes qui traditionnellement avaient été favorables à la gauche, je pense à l'Andalousie, qui pendant Mmh. longtemps a été le grand, on va dire le grand bastion électoral des socialistes, mais qui depuis quelques années bascule insensiblement à droite. Et là, on voit que les 8 capitales de province andalouses sont toutes dirigées par la droite. Justement, j'aurais Ouais. voulu vous poser Oui? la question si c'était, historiquement nouveau ou, si l'alternance était standard, mais effectivement l'Andalousie du coup était un bastion Oui, de la gauche PSOE, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Alors, il y a des alternances, hein. En Espagne, il est vrai que quand la droite, elle va en poupe, bah, elle va conquérir beaucoup de régions.
et beaucoup de municipalités et inversement, quand la gauche a le vent en poupe, elle va revenir au pouvoir. Cela dit, c'est une, défaite dont l'ampleur était quand même assez inattendue et que la gauche pensait pouvoir éviter ou en tout cas au minimum, mitiger, modérer si vous voulez. Et là, on constate que même dans un bastion comme l'Andalousie, finalement, toutes les capitales de province basculent à droite, alors pas forcément toujours de manière écrasante, mais suffisamment pour avoir des majorités absolues dans les conseils municipaux de ces capitales, de ces 8 capitales de province. Sachant que l'Andalousie a basculé à droite aussi en 2018 et que pour le moment, elle s'y maintient, ce qui était impensable il y a encore, on va dire, 7 ou 8 ans. Ouais, c'est la plus grande région, la région la plus C'est ça, peuplée, voilà, il y a un peu plus de 8 millions d'Asie. d'habitants et c'était vraiment, hein, le bastion électoral, le fief électoral des socialistes. Il faudrait que je revérifie parce que vous avez aussi l'équivalent de nos conseils départementaux qui sont les députations provinciales, et si je ne m'abuse, la droite en contrôle, je dirais 7 sur 8, mais à revérifier. Mais en tout cas, elle en contrôle la majorité. Oui. Donc Mais c'est oui. c'est quand même curieux en général la droite, enfin, peut-être que c'est le schéma états-unien ou français qui est que je voudrais le calquer, mais la droite a tendance à être en général plus forte dans les campagnes et moins dans les villes. Et là, enfin, l'Andalousie est quand même une région fortement rurale, non? Alors ça dépend où, hein. Il y a des zones très rurales en Andalousie, mais il y a des zones très urbaines aussi. Vous avez Mmh. un énorme contraste, par exemple, entre la province de Jaén, qui est dans le nord de l'Andalousie, qui est une province peu densément peuplée, Mmh. avec de grandes zones rurales, hein, qui est caractérisée par ces grandes zones d'olivrés. Et puis la Costa del Sol, qui est une zone extrêmement urbaine et très densément peuplée, ou bien l'agglomération de Le Séville, par exemple. Oui, c'est ça, le long du Guadalquivir, du coup. Alors Séville, c'est le long du Guadalquivir, effectivement. Plus au sud, en aval justement du Guadalquivir, vous avez, toute Córdoba? la conurbation formée par Cadix et puis les villes du Mmh. sud de la province de Cadix autour justement de la baie de Cadix, qui sont aussi très urbaines. Et puis vous avez la Costa del Sol, plus à l'est cette fois-ci, qui est aussi extrêmement urbaine. En fait, c'est une région qui est très vaste, et avec des différences économiques, démographiques, sociales assez notables. Traditionnellement, on va dire que donc c'était un fief du parti socialiste, mais qu'il y a une différence quand même sensible entre ce qu'on appelle la Haute-Andalousie et la Basse-Andalousie. En fait, la Haute-Andalousie, pour le dire schématiquement, c'est l'est de la région et la Basse-Andalousie, pardon, l'ouest. On va dire grosso modo Mmh. d'un côté, la zone, en dehors de l'axe du Guadalquivir, donc la Haute-Andalousie et la Basse-Andalousie le long de la vallée du Guadalquivir. La Haute-Andalousie, traditionnellement, était un peu plus à droite et la Basse-Andalousie un peu plus à gauche. Aujourd'hui, ce sont Mmh. des différences alors qu'on peut retrouver dans certains endroits, mais qui tendent un peu à s'effacer au profit de la droite, justement. La droite bénéficie, justement d'un essor électoral important en Andalousie, ce qui n'est pas tout à fait un hasard, on y reviendra peut-être, mais parce qu'il y a des recompositions aussi de géographie électorale en Espagne, qu'on voit très, très sensiblement en Andalousie. Donc effectivement, élections municipales et régionales du 28 mai 2023, forte poussée de la droite, fort recul de la gauche, alors pas forcément tant des socialistes eux-mêmes que de leurs alliés de gauche radicale, mais c'est suffisant en fait pour leur faire perdre la De Pod majorité, voilà, dans bon nombre de mmh. conseils régionaux et municipaux. Il faut savoir qu'on De est Podemos, entre autres? alors oui, Podemos et puis, on va dire des alliés de gauche radicale locaux aussi, plus ou moins Mmh. régionalistes, indépendantistes, voilà. Alors c'est Oui, oui, allez-y. à propos des locaux et indépendantistes, on le demande, dans le chat, les partis indépendantistes, quelles sont leurs places justement? Quelles ont été leurs places dans ces élections? Dans le Pays basque, j'imagine, on pense surtout à ça, Oui, ou la alors je Catalogne. je vais y revenir en fait après aussi quand j'aurai parlé des élections générales pour voir un petit peu le paradoxe aujourd'hui de la place des partis, indépendantistes dans la politique espagnole. C'est un vrai paradoxe, Mmh. électoral et politique. Hem, donc oui, je disais voilà un recul, hein, de cette gauche radicale. Le Parti socialiste perd un petit peu d'électeurs, mais en fait pas tant que ça finalement. Mais il ne parvient pas à se maintenir parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système électoral espagnol à tous les niveaux, c'est un système électoral à un tour, sur des scrutins à un tour, proportionnel et de liste. Donc il ne suffit pas d'arriver en tête des élections, il ne suffit pas d'être le parti ayant reçu le plus de votes à une élection donnée. Il faut aussi être capable, si on n'a pas soi-même la majorité absolue, de construire des alliances pour Mmh. l'obtenir ou la conserver. Et c'est justement ce qui a beaucoup fait défaut aux socialistes lors des élections municipales et régionales du 28 mai 2023. Donc vraiment très très lourde défaite. Et à ce moment-là, Pedro Sánchez fait un pari qui est osé.
le 29 mai, donc le lendemain, il organise une conférence de presse à la présidence du gouvernement, au palais de la Moncloa à Madrid. Et il dit, voilà, j'ai pris acte de cette très lourde défaite. Il dit, je pense qu'il est temps de demander aux Espagnols s'ils veulent que l'actuelle majorité socialiste et gauche radicale reste au pouvoir ou pas au niveau national. Et donc, je vais avancer d'à peu près 6 mois les élections législatives qui étaient prévues pour décembre 2023. Je vais les avancer à juillet 2023, au 23 juillet 2023. Alors, c'est un pari osé parce qu'à ce moment-là, beaucoup d'observateurs, et je pense y compris la droite, se disent on va surfer sur ces excellents résultats électoraux pour Ça l'emporter paraît très largement, logique. voilà, au niveau national. Donc là, il y a un certain flottement à gauche parce qu'on se dit ça peut réussir, mais ça peut aussi très largement rater. Dans ce cas-là, c'est la fin du gouvernement actuel. Ça veut dire aussi, c'est le cas partout, mais c'est particulièrement le cas en Espagne, ça veut dire aussi la fin de tous les postes qu'on a réussi à avoir et à donner à nos proches. Hein, ça, c'était Mmh. aussi un enjeu financier tout à fait important. Le népotisme a peur. Voilà, c'est ça, exactement. À ce moment-là, donc, grand flottement, et puis la droite est assez confiante, et la plupart des observateurs, et même beaucoup de sondages, disent, bon, là, c'est la fin du gouvernement Sanchez. Donc 23 juillet, élection générale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que des élections générales, donc législatives en Espagne, se tiennent comme ça au mois de juillet, en pleine pause estivale, donc sous une chaleur quand même importante. Moi, je me souviens, j'ai été en vacances en Espagne et je suis arrivé en Espagne le 23 juillet, justement. J'étais en Aragon à ce moment-là, j'ai vu les bureaux de vote avec comment dire, les assesseurs des partis, les gens qui allaient voter, etc. C'est toujours intéressant à observer, même si pour le coup, ça ne nous dit pas grand-chose de la tendance qui pourrait être celle des résultats. Et puis énormément de vote par correspondance. Il faut savoir que le vote par correspondance est autorisé en Espagne, qu'il est Mmh. traditionnellement assez utilisé et que là, il va l'être massivement parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont réservé des voyages, qui ne seront pas chez eux à ce moment-là, mais qui veulent quand même voter. Donc Il ça, y a des soupçons de fraude, ou de manipulation avec ça? alors, il y en a eu, il y en a eu. Des soupçons ou des Non, fraudes avérées? des soupçons de fraude, il y en a eu, notamment venant de la droite radicale, de Vox. Alors, pour ma part, je suis évidemment pas dans le secret des dieux, hein, j'ai pas d'informations exclusives à vous livrer à ce sujet. C'est Vox qui a émis des Oui, le soupçons, plus, ou on va c'est dire. eux? C'est Ouais, venu principalement de Vox. Bon, oui, logique. oui, ce qui était assez attendu, en fait. Hem, alors, c'est vrai que ça demandait une logistique importante de la part de Correos à la poste espagnole parce qu'il fallait gérer cet afflux de gens qui venaient déposer leur vote par correspondance. Alors, il y a quand même des garanties, hein, en Espagne, je veux dire, on ne va pas voter par correspondance comme ça. Donc à un moment, on a eu un peu peur que la logistique de Correos ne suive pas. Finalement, il semblerait que ça ait été, hein, que la poste ait pu suivre. Ils ont dû recruter d'ailleurs, hein, beaucoup de monde en catastrophe pour gérer tout ça. Donc on a eu un record de vote par correspondance et on a eu une très bonne participation compte tenu de la date. Parce que c'était pas gagné, hein, vraiment le 23 juillet, c'était pas gagné du tout. On a eu quasiment 67 de participation, en très légère hausse parmi les élections de 2019, ce qui est à peu près dans la moyenne, hein, des élections générales en Espagne. On est entre 65 et 75 en règle Ah, c'est pas générale. fou, hein, quand même, beaucoup d'abstention. Alors, je trouve ça raisonnable. Ça va à peu près Mmh. dans la moyenne. Oui, bon, du point de vue espagnol, mais une abstention de presque 30 environ, ça reste quand même impressionnant. Ouais, Mais ouais. bon, Moi, on y on va dire que habitue ça me aussi en choque pas, France, disons, quoi. par rapport au contexte Oui. espagnol, en tout cas. Mmh. On tombe pas non plus à des niveaux de participation un peu, comme on en voit aux États-Unis, où parfois on a moins de 50 des gens qui participent en réalité, mais bon. Alors toute la campagne, en fait, a été axée par, les socialistes, la gauche et Pedro Sánchez en particulier, autour de la thématique du retour du franquisme ou du fascisme. En fait, c'est de toute Quelle façon, surprise. c'est toute la, c'est la seule véritable manière que Pedro Sánchez a de mobiliser ses électeurs, c'est de dire: «C'est nous ou le chaos, et c'est nous ou le fascisme». Mais le fait est que ça a fonctionné. Ça a fonctionné pourquoi? Alors, le Parti populaire, donc la droite classique, est arrivé en tête. Ils étaient le deuxième parti dans le Parlement sortant. Ils sont arrivés en tête avec 137 sièges. Il faut savoir que pour la majorité absolue, il en faut 176. Hein. On est sur un congrès des députés, une chambre basse à 350 députés. Donc 137 sièges, on n'est pas à la majorité absolue, mais le Parti populaire n'était pas le seul parti de droite important à se présenter. Il y avait aussi Vox. Le Mmh. problème, c'est que Vox, de son côté, a perdu 19 députés
Aïe. et est passé à 33 sièges. Donc on se retrouve en fait à 6 sièges, si je ne me trompe pas dans mes comptes, de la majorité absolue. Ah, c'est terrible. Il y avait quelques alliés possibles, hein, pour l'alliance, Parti populaire Vox, mais en fait pas suffisamment. Oh là là. Le chef de l'opposition et président du Parti populaire, qui était la tête de liste donc du PP à ce moment-là, Alberto Núñez Feijóo, qui est ancien président de Galice, région dans le nord-ouest de l'Espagne, donc lui, il tente quand Vous en même. aviez déjà parlé, je crois, de ce monsieur, Oui, tout à fait, oui, oui. Il tente sa chance. Il dit: «Je vais tenter ma chance, je vais essayer de séduire suffisamment d'alliés pour obtenir une majorité absolue», ce qu'il ne réussit pas. Et finalement, le Parti socialiste, qui était arrivé deuxième, va parvenir à à construire manœuvrer. une majorité faite de bric et de broc, une nouvelle majorité faite de bric et de broc, en fait, hein, parce que c'est l'habitude avec lui, pour se maintenir au pouvoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Parti socialiste, en fait, défie presque, tous les pronostics. On annonçait un effondrement du Parti socialiste. Il gagne un siège. D'ailleurs, c'est pas énorme, mais il gagne un siège par rapport aux pronostics extrêmement pessimistes, Effectivement. qui le concernaient. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, la gauche radicale, alors réunie autour d'une nouvelle coalition qui s'appelle Sumar, qui inclut Podemos, mais pas seulement, elle, en fait, cette coalition, si on compare à l'ensemble des partis de gauche radicale qui étaient dans le parlement sortant, ils perdent 7 sièges, pour le coup. Mais ça, en Mmh. fait, c'est une constante. On voit que la gauche radicale n'arrive plus à se maintenir à des niveaux importants et à séduire véritablement en Espagne. Ça devient très, très compliqué pour elle. Il y a un effet de vote utile vers le Parti socialiste à gauche, très nettement, hein. Alors, en fait, Pedro Sanchez se retrouve avec une majorité, enfin une minorité encore plus précaire, mais il construit une alliance avec toutes les formations régionalistes et séparatistes Indépendante, possibles. indépendantiste, Voilà, c'est ça. bah, c'était pas déjà le cas aussi où son gouvernement tenait grâce aux C'est indépendantistes? exactement ça, mais c'est encore plus le cas, en fait, dans la nouvelle Oh là majorité. là. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement de coalition encore plus faible et encore plus minoritaire, qui va devoir négocier chaque texte de loi avec encore plus de partenaires. Ça, c'est Aïe, en aïe, fait, aïe. c'est pour la stabilité, gouvernementale d'un pays, c'est le pire scénario, c'est un gouvernement de coalition minoritaire. C'est le pire scénario Ouais. possible. Parce que non seulement il est minoritaire, mais qu'en plus, dans une coalition, il y a toujours des dissensions. Même si les partis finissent par se mettre d'accord, il y a toujours, ça tangue toujours un peu, en fait, et c'est toujours plus Les compliqué. et le PSOE a du coup gagné un siège. Est-ce qu'il a, conservé à peu près la même quantité d'électeurs ou est-ce qu'elle a baissé ou monté? Alors, comment dire? Le nombre de votes du Parti socialiste a sensiblement augmenté. On a à peu près Ah! 15 de bulletins en plus pour les socialistes en Bébé. 2023 par rapport aux précédentes élections générales qui sont celles de novembre 2019. On peut voir du coup l'effet du vote utile, du report de la gauche Exactement, radicale. exactement parce que la gauche radicale de son côté perd plus de 18 de ses voix par rapport à 2019. Oui, mais elles étaient sensiblement plus faibles aussi, j'imagine, que la gauche, gauche, centre-gauche, Ah du oui, PSOE. c'est évidemment la gauche radicale était déjà largement en dessous Donc de la gauche socialiste, mais disons que même si ils avaient déjà perdu de leur superbe en 2019, les partis de gauche radicale avaient tout de même un tout petit peu plus de d'influence sur les socialistes. mmh, Aujourd'hui, bon, évidemment, les socialistes ne peuvent pas s'en passer parce qu'eux-mêmes sont très loin de la majorité absolue. et du coup, c'est le chiffon franquiste, Voilà, le c'est ça, fantôme du fascisme qui a, qui a joué à plein, en fait. Et puis il faut dire aussi que la campagne du Parti populaire, donc le principal parti de droite, n'a pas été exceptionnelle, et notamment la dernière semaine de campagne a été assez mauvaise, de l'avis de tous ah, les observateurs, y compris des gens qui sont plutôt proches du Parti populaire. se reposer sur leur laurier. Oui, puis le sa tête de liste, Alberto Núñez Feijóo, a fait aussi des erreurs de communication, à mon avis, assez importantes, qui, à mon avis, dans la dernière semaine, lui ont coûté, je pense, entre peut-être 10 ou 15 députés, qui auraient été suffisants pour la majorité absolue. C'est mon analyse, hein, je veux dire, là aussi, on peut toujours refaire l'histoire et dire, peut-être que sans ces erreurs-là, ils auraient eu les 10 ou 15 députés manquants. En fait, il leur en manquait juste 6. Mais, je pense que vraiment cette dernière semaine de campagne leur a beaucoup coûté. Alors évidemment, Et Vox, comment on explique, par exemple, le fait que Vox ait perdu autant de sièges? alors, Ils ont bah, été mauvais eux aussi alors ou? de nouveau, l'effet de vote utile à droite, c'est-à-dire que le vote utile à droite s'est porté vers le Parti Ah, populaire, et qu'en fait, certes, on n'est plus dans une situation aujourd'hui en Espagne de bipartisme strict entre les socialistes et les conservateurs. Il y mmh, a, on va dire, un quadripartisme avec 2 formations à gauche
et 2 formations à droite. Mais la Mmh. formation traditionnelle dans chaque camp politique reprend Il quand reste même des dominant. couleurs et récupère vraiment sa place dominante. Elle ne peut Alors, plus heu, gouverner tout seul. Je pense qu'aujourd'hui, en Espagne, ce serait illusoire de dire qu'il y a un parti qui aurait la majorité absolue à lui tout seul. Dans les conditions actuelles, ça me paraît impossible, mais il y a quand même un parti dominant à gauche, les socialistes, et un parti dominant à droite, le Parti populaire. On parlait tout à l'heure, il y avait une question sur la place. de vite vite fait, s'il vous plaît, Oui, pour stabiliser un peu votre connexion parce qu'il y a quelques lags, oui, je vous conseillerais de fermer l'émission à côté, si vous la regardez toujours, pas de souci, c'est vu fait. que ça saccadait un peu. Ouais, c'est mieux là maintenant? Bah, le temps que ça se mette, ça ira. Mais allez-y, reprenez, oui. Oui, donc je disais, on posait la question de la place des partis séparatistes. Alors là, au niveau national, je disais, on est en plein paradoxe. En fait, les formations séparatistes catalanes et basques ont perdu de façon globale, de façon conjointe. Elles ont perdu au Congrès des députés, donc à la chambre basse du Parlement espagnol, entre 10 et 15 députés. Et elles ont un Mmh. poids assez faible, si on regarde le nombre de sièges, elles ont un poids assez faible par rapport à ce qu'elles avaient pu obtenir en 2019, où il est vrai qu'elles avaient atteint un record. Mais comme Pedro Sanchez a absolument besoin de ces formations pour gouverner, elles ont un poids politique paradoxalement très fort. Oui. Ce qui n'est pas une nouveauté, hein. Je le disais déjà en 2019, leur poids politique était important. Et en réalité, ça n'est pas du tout quelque chose qui date de la décennie 2010, ni même 2000. C'est quelque chose d'assez ancien, hein. Les formations régionalistes, parfois devenues séparatistes, jouent un rôle que je qualifierais d'écrasant parce que largement disproportionné par rapport à leur représentativité réelle en Espagne. Ces formations-là jouent un rôle écrasant dans la formation des politiques en Espagne, en réalité. Et elles ont quel alignement politique en général, ces formations indépendantistes, droite, Ça gauche? dépend. Historiquement, j'imagine que les basques sont un peu plus à gauche et les catalans Ça aussi? dépend. Quoique. Ça dépend, en Mmh. fait, hein. Vous avez, aussi bien au Pays basque qu'en Catalogne, des formations séparatistes ou très régionalistes, on va dire, à gauche comme à droite. Et d'ailleurs, Mmh. Et le historiquement, PSOE a réussi à s'allier les 2 ben oui, ou parce qu'en fait, ce que veulent aïe, ces aïe, formations-là, plus d'autonomie? c'est plus d'autonomie, voire officiellement l'indépendance. Mmh. Alors, même si on ne peut pas l'obtenir immédiatement, on va négocier des avantages et des compétences qui, peut-être à terme, nous conduiraient vers l'indépendance. C'est un peu ça le discours. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi bien au Pays basque qu'en Catalogne, historiquement, ce sont les formations régionalistes, séparatistes de droite qui ont gouverné beaucoup plus que celles de gauche. Mmh. Heu, c'est encore plus net dans le cas du Pays basque, hein, où le parti nationaliste basque qui est de droite, centre-droite, heu, a quasiment toujours gouverné depuis 79. Il y a juste, 3 ans à peu près où ils n'ont pas eu le pouvoir depuis 79. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que ces formations, en fait, vont toujours rejeter l'étiquette de droite. Parce qu'il y a un côté infantile, dans la politique espagnole malheureusement qui consiste à dire que, ben, la gauche c'est gentil et que la droite c'est méchant. Donc évidemment, on n'aime pas faire partie des méchants, c'est logique, hein. Et Oh, c'est puis, pas qu'en Espagne. c'est pas que en Espagne, mais je trouve que c'est assez poussé par moments en Espagne. Bah, ils ont le spectre du franquisme là-bas, peut-être plus que nous on a, le spectre du vichisme ou ce genre de choses. Probablement, oui. Et puis aussi, il y a, une déformation, idéologique espagnole qui consiste à dire que, indépendamment des politiques qu'on mène par ailleurs, plus on pousse la décentralisation, plus on pousse l'autonomie des régions et plus on est de gauche. Ce qui consiste ce qui conduit, excusez-moi, ce qui conduit à, beaucoup d'électeurs et de dirigeants politiques à croire, je pense sincèrement, qu'en fait, indépendamment de leur politique conservatrice en matière économique, par exemple, ils sont de gauche. Ça, je trouve ça intéressant. C'est évidemment, je pense, comment dire? Une des plus grandes gabegies de la politique espagnole, très clairement, parce qu'en plus, il faudra encore démontrer qu'une politique favorisant les inégalités entre territoires et citoyens est de gauche. Mais c'est une gabegie immense. C'est une gabegie immense, je pense, dans la politique espagnole, mais qui marche très bien aussi, qui fonctionne Bah, très, très bien aussi. c'est peut-être aussi le côté, enfin l'image, on va dire, de décentralisation du pouvoir, donc on plus de liberté locale Mmh. et non pas un État central fort qui peut être assimilé, bah, caricaturalement à de la dictature, Oui, non, mais tout à fait. à du fascisme, tout Tout ça. à fait, oui. Bon, c'est beaucoup trop schématique et caricatural, mais
le schéma peut se tenir et se comprendre, Oui, hein. oui, ah bah, de toute façon, c'est le schéma qui est suivi, qui est avancé, hein, sont les arguments qu'on retrouve. Mais comme vous dites, en fait, c'est très caricatural et extrêmement discutable. C'est Mmh. extrêmement discutable. Je pense que ce qu'il manque en Espagne aujourd'hui, c'est un parti de gauche puissant ou en tout cas assez fort Centralisateur. pour peser dans la vie politique et qui ne soit pas favorable à la décentralisation. Après, est-ce que le PSOE actuel est favorable à la décentralisation de cœur ou plutôt de raison? Parce qu'il n'a pas le choix que de s'allier, aux indépendantistes et régionalistes. Est-ce que Probablement c'est les dans 2. vraiment dans sa ligne qu'il l'a adapté? Probablement les 2. Probablement Mmh. les 2. Alors c'est vrai que la raison politique va primer, mais en réalité, ça s'accorde assez bien aux idéaux traditionnels du Parti socialiste ouvrier espagnol, tel qu'il s'exprime depuis les années 70-80. Alors le discours, hein, des socialistes a évolué quand même, ça c'est vrai. J'y reviendrai peut-être, mais la décentralisation reste quand même un des axes forts, du programme politique des socialistes. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi la Mmh. nécessité politique et le fait qu'en réalité Pedro Sánchez mette en place ce que j'appelle la théorie du gouvernement permanent. Alors en France, on avait Mitterrand qui Vous en parlait aviez du déjà parlé, je oui, crois, de ouais, ça. là, on avait Mitterrand qui parlait de la théorie du coup d'État permanent et moi je parle de la théorie du gouvernement permanent en Espagne. Les socialistes, en fait, se sont rendus compte dans les années 2000 avec l'ancien président du gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero, et c'est toujours d'actualité, hein, avec Pedro Sánchez, que s'ils voulaient se maintenir au pouvoir le plus possible et éviter que la droite n'y reste ou n'y revienne, eh bien, il fallait s'allier avec les formations régionalistes séparatistes de tout poil. Voilà. Et donc, en fait, céder à la plupart, voire à la totalité de leurs demandes. Alors, les partisans les plus fervents de Pedro Sánchez disent que c'est un excellent stratège, que c'est quelqu'un qui négocie de façon absolument magistrale en politique. Alors, je ne dirais pas que Pedro Sánchez est bête, hein, je ne pense pas qu'on arrive au pouvoir en étant stupide, loin de là. Je pense que c'est quelqu'un qui a bien compris certaines tendances électorales, sociologiques, idéologiques lourdes en Espagne, notamment l'extrême polarisation du panorama politique, la détestation entre la gauche et la droite, qui de fait empêche aussi, hein, toute grande coalition en Espagne. C'est de l'ordre de l'improbable, voire du quasi impossible aujourd'hui. Dans 10 ans, je ne sais pas, mais L'alliance CDU-CSU voilà. et SPD est impensable en Voilà, en tout Espagne, cas aujourd'hui, dans 10 ans, je hein, ne sais pas ce que visiblement. ce que ça donnera, hein, parce qu'on a vu tellement de choses se produire en Espagne qui étaient impensables 3 ans plus tôt que je ne vais pas, préjuger de l'avenir, mais aujourd'hui, c'est impensable, vraiment. Ça c'est de l'ordre de l'irréaliste. Donc Pedro Sánchez a très bien compris ce phénomène de polarisation et de détestation des camps politiques. Il a très bien compris aussi qu'en Espagne, ce qui, anime les électeurs d'un camp ou de l'autre, c'est peut-être même moins que leur parti favori gouverne, plutôt que le parti d'en face ne gouverne pas. Mmh. Ils considèrent que Ah, finalement, à c'est partir du moment où leurs adversaires idéologiques ne gouvernent pas, c'est une victoire. Même si une eux-mêmes ne mentalité gouvernent pas non plus. cancérigène ça. C'est une mentalité très cancérigène quand même, Ah oui, mais de toute façon, on a un panorama politique, électoral, sociologique extrêmement tendu en Espagne en réalité, hein. Vraiment, ce sont des affrontements, électoraux et idéologiques, acharnés et avec en fait une impossibilité de réconciliation à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'il y a des projets, opposés sur quasiment tout. Et peut-être le point nodal, le point central, le point crucial de tout ça, c'est aussi la question de la peur de l'éclatement de l'Espagne ou pas. mmh. Les socialistes disant qu'en fait, ce qui ferait éclater l'Espagne, c'est d'avoir une Espagne uniforme et excessivement centralisée, qui ne respecterait pas les identités, locales. Et la droite disant qu'en fait, la politique de Pedro Sánchez, la politique des socialistes, amène à l'implosion de l'Espagne à court ou moyen terme. Oui, Et ah dans les faits, bon, il y en a quand même une qui détricote, petit à petit, l'autorité centrale, on va dire et l'unité espagnole, au nom de la même unité. mmh? Bon, c'est complexe, Oui, c'est complexe. Alors, le Parti socialiste a un discours consistant à dire que la droite, le faut Parti apaiser populaire et déjà. Vox, en fait, sont une usine à indépendantistes, que lorsqu'ils gouvernent, ils sont tellement raidis sur leurs principes, d'unité de l'Espagne que ça pousse toute une partie de la population au Pays basque et en Catalogne à voter pour les indépendantistes.
Est-ce que ça se vérifie Alors, par des évolutions électorales? le Parti socialiste dit que ça se vérifie bien parce que la tentative de sécession de la Catalogne s'est produite en 2017 lorsque la droite gouvernait. Ah Alors il oui, faut bien ils ont comprendre d'autres arguments. voilà, il faut bien comprendre qu'en réalité, j'ai beaucoup dit que le Parti socialiste, a poussé dans le sens de la décentralisation jusqu'à présent, mais le Parti populaire, la droite classique, a largement participé de cette tendance aussi depuis les années 90. D'ailleurs, par exemple, en 96, José María Aznar, le conservateur, ne parvient au pouvoir. Comment dire? Il est arrivé en tête, mais il n'a pas la majorité absolue à lui tout seul. Il parvient au pouvoir uniquement parce qu'il s'allie avec 3 formations régionalistes, basques, catalanes et des Canaries, qui leur apportent aux conservateurs, qui leur apportent leur soutien en échange d'une nouvelle vague de décentralisation. Donc en fait, c'est Aïe, vrai que aïe, le Parti aïe. populaire aussi est partie prenante de cette tendance générale. Mmh. Et qu'au moment où se produit le référendum séparatiste illégal du 1er octobre 2017, on ne peut pas dire que le président du gouvernement, Mariano Rajoy, le conservateur du Parti populaire, ait été très belligérant sur le dossier de l'unité de l'Espagne. Alors lui, c'était plutôt un attentiste forcené, il est urgent de ne rien faire, et qui ne cessait de répéter jusqu'au bout que ce référendum n'aurait jamais lieu. Et que tout ça, voilà, c'était aussi finalement une provocation de la part des séparatistes catalans, mais qui n'aboutirait pas. On peut Heu, comprendre, alors je sais bien que Mariano Rajoy pour, la gauche en général, la gauche radicale en particulier et puis aussi les indépendantistes, c'est aux portes du fascisme, je sais bien. Mais enfin, si on discute un tout petit peu sérieusement et qu'on est un tout petit peu objectif, c'est un parti de droite, hein, le Parti populaire, je pense que c'est incontestable. Mais enfin, dans une version avec Mariano Rajoy très modérée, et mmh, avec son successeur à la tête du Parti populaire, son lointain successeur, si j'ose dire, parce que c'est pas le premier, Alberto Núñez Feijóo, on est aussi sur une vision assez modérée du Parti populaire. Dans le Parti populaire, comme dans tous les partis politiques un peu importants, il y a différents courants, et c'est pas le courant le plus radical entre guillemets qui l'a emporté pour le moment. Je dis pas que ça n'arrivera jamais, mais pour le moment, c'est pas le cas. oui, c'est un centre droit, conciliant, on va dire qui a la tête du parti, on va dire. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, voilà. Donc, Parti socialiste, Pedro Sánchez parvient à se maintenir au pouvoir Mmh. avec le soutien, très conditionné évidemment, hein, mais le soutien des indépendantistes. Très cher. Alors, je disais que je pense pas que ce soit quelqu'un de bête, loin de là. Je pense que c'est quelqu'un qui, a une certaine habileté politique, mais je pense qu'il faut pas l'exagérer non plus. Ses partisans en font un génie absolu de la politique politicienne. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit si fort dans les négociations parce qu'après tout, quand vous négociez avec quelqu'un pour obtenir son soutien et que vous cédez absolument tout ce que cette personne veut pour avoir son soutien, vous n'êtes pas un génie de la négociation. Vous avez tout cédé, point. Tu réussis la négociation, Oui, mais à quel à prix? quel prix? Voilà, c'est ça la question, hein. Donc quelqu'un de bête, assurément pas, je pense pas, hein, il faut pas le prendre pour un imbécile et comme je dis toujours, on ne parvient pas au pouvoir en étant un imbécile, jamais. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Ça veut pas dire qu'on est suprêmement intelligent ou très cultivé, mais qu'on a suffisamment d'intelligence politique pour gravir les échelons et arriver au pouvoir. Voilà, et c'est déjà la preuve d'une forme d'intelligence. Alors après, on peut la mettre au service de mauvais idéaux, mais c'est déjà la preuve d'une certaine intelligence. Mais c'est Mmh. pas non plus un génie, du bien ou du mal en fonction du côté où on se trouve. C'est quelqu'un qui simplement prend acte, de la situation idéologique, politique, électorale, parlementaire, et qui essaye d'en jouer à fond. Pedro Sánchez, c'est un excellent, je crois, en revanche, populiste. C'est quelqu'un qui a très bien Mmh. compris, comment fonctionne en fait aujourd'hui l'électorat en Espagne. Alors pas qu'en Espagne, mais là c'est le sujet qui nous intéresse, qui joue beaucoup sur les sentiments, l'indignation, la peur, la commisération, et qui va faire tourner à plein régime la machine populiste. Pedro Sánchez était et est toujours un grand critique de Donald Trump, mais en réalité, pour moi, Pedro Sánchez, c'est un Donald Trump social-démocrate. Mmh. Il mène en réalité une politique électorale et il a un discours très proche de celui de Donald Trump. C'est quelqu'un qui va expliquer qu'en réalité, c'est lui ou le chaos.
Alors, il y a une très bonne caricature espagnole, fin des années 70, au début des années 80, que j'aime toujours citer parce que je la trouve très juste dans le cas qui nous occupe. On voit un homme politique à la tribune qui dit à des électeurs qui haranguent, il leur dit: «C'est moi ou le chaos?» Les électeurs répondent en chœur: «Le chaos, le chaos». Et là, il répond: «Eh ben, ce sera moi parce que ça revient au même». Mmh. Je trouve que c'est à peu près juste dans le cas de Pedro Sánchez. Bon, comment dire? C'est vraiment un excellent, populiste et puis c'est quelqu'un qui explique qu'en réalité, il est la victime de la coalition des élites économiques, médiatiques, judiciaires. Toute attaque contre lui est forcément illégitime, elle est forcément issue du fascisme et comme il a la majorité, même, très précaire, très légère, tout ce que vous voulez, comme il a la majorité, il est fondé à faire ce qu'il veut. Voilà. Mmh. Les règles. Le peuple a parlé et le peuple, il est d'accord, pour que j'applique ma politique. Oui, mais alors je dirais que ça va au-delà de ça parce qu'après tout, ça, c'est le jeu normal des élections. Vous Mmh. obtenez une majorité, vous appliquez votre politique. Ce qui est beaucoup moins normal dans le cas de Pedro Sánchez, c'est qu'en fait, il C'est la considère que victimisation. non seulement il est fondé à appliquer sa politique, qu'on peut juger bonne ou mauvaise, et d'ailleurs, moi-même, je juge qu'il y a des aspects qui sont intéressants et d'autres beaucoup moins, mais en fait, il est fondé aussi à s'extraire des règles du jeu, à s'en dispenser. Il ne supporte pas, en fait, l'existence même de possibles contre-pouvoirs. Mmh, ça rappelle quelque chose, par chez nous ça, on va Oui, ah dire, bah, hein. si avec l'Espagne, ce serait ça se saurait, hein, je veux dire. Mais il ne La supporte pas la l'existence de contre-pouvoirs. En fait, il considère que la majorité parlementaire, et alors vous savez ce qu'il faut entendre dans son cas par majorité, hein, il considère que la mmh, majorité parlementaire est fondée à faire tout ce qu'elle veut et que tout contre-pouvoir qui lui dirait: «Ben non, en fait, ça, c'est pas possible parce qu'il y a une constitution, parce qu'il y a des règles du jeu», bah, ce sont forcément des fascistes et des gens qui mènent un combat politique et idéologique contre lui. Et ça, en c'est réalité, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que, avoir la majorité, même très précaire, pour appliquer une politique, ce n'est pas avoir la majorité pour faire n'importe quoi. Je sais qu'on mmh, on entend de plus en plus des discours dans certains milieux politiques que je peux comprendre, hein, par ailleurs, mais qui disent: «Oui, on en a marre du gouvernement des juges, on en a marre de ce type de bâton dans les roues qu'on veut mettre quand on veut appliquer telle ou telle politique» et je peux comprendre ces récriminations. Cela dit, on est quand même dans des démocraties libérales au sens où, les lorsqu'on a la contre-pouvoirs, majorité, c'est on ne peut pas important. écraser la minorité. Je veux dire, c'est un principe qui me semble fondamental. Quelle que soit la majorité, elle n'est pas fondée à se comporter de façon autoritaire. C'est tout, je veux dire, hein. Ensuite, il ne s'agit pas de dire qu'elle ne peut pas appliquer son programme, elle a été élue pour ça. Mais appliquer son programme ne revient pas à faire absolument n'importe quoi et à s'extraire du cadre des règles, que tout le monde est censé respecter. Mais c'est ce que font en réalité les séparatistes catalans depuis, plus de 10 ans maintenant. C'est pour ça que ça pousse certains observateurs de la vie politique espagnole à dire qu'en réalité, on a eu et on a toujours un processus séparatiste catalan, mais qu'en fait ce processus s'est espagnolisé parce que le gouvernement espagnol s'est mis à se comporter de la même façon que le font les gouvernements catalans séparatistes. On est fondé à tout faire. À partir du moment où une règle nous est opposée, c'est que cette règle est antidémocratique et fasciste, parce que nous représentons exclusivement la démocratie. Mais ça fait que le gouvernement actuel est potentiellement dans une situation d'anticonstitutionnalité. Alors Enfin, potentiellement, s oui, le problème c'est s'il qu'il va à l'encontre de ces règles. voilà, c'est ça. Le problème, c'est que la Cour constitutionnelle espagnole est aujourd'hui majoritairement composée de Mmh. membres nommés par les socialistes. Quand je Ah, disais que les socialistes avaient placé leurs pions un peu partout, ça comprend aussi le pouvoir judiciaire. Et aujourd'hui, j'y reviendrai, on assiste à une offensive encore plus massive contre ce qu'il reste d'indépendant, d'un tant soit peu indépendant dans le pouvoir judiciaire espagnol. Parce que là, vraiment, ça va pas, quoi. Je veux dire, ces gens-là qui sont en toge et qui nous embêtent, c'est compliqué. On n'en veut pas. On n'en veut pas, donc il va falloir changer tout ça. c'est Heu, tragique parce qu'on a enfin, je ne cesse de faire parce que je vois des parallèles entre France et Espagne, mais une sorte de rejet d'opposition, des contre-pouvoirs, de la notion même d'opposition. Heu, vous ne jouez pas le jeu, on est majoritaire, c'est nous, qui avons gagné les élections, on devrait pouvoir appliquer les choses. Pourquoi vous nous embêtez? Pour rester poli. mmh. C'est ce sont des comportements, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais qui sont absolument pas sains pour la démocratie et qui témoignent
d'une évolution intellectuelle qui est assez catastrophique, Ah, on est quand complètement même. d'accord. Alors, on est complètement d'accord là-dessus, et je crois que malheureusement, ça fait quelques années qu'en Espagne, on assiste à cette dégradation de la démocratie. Pedro Sánchez et les socialistes n'en sont pas responsables de façon exclusive, hein. Qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que l'opposition espagnole est formidable et qu'elle n'a rien à se reprocher. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est la majorité très précaire qui est à la tête de l'Espagne qui représente, je pense, le principal danger pour la démocratie espagnole. La droite ne crie pas au communisme toutes les secondes, Ça peut lui arriver. Je dis peut-être. pas que ça ne lui arrive jamais, hein, ça peut lui arriver aussi, hein. Comme je vous disais, je suis pas là pour expliquer que la droite espagnole est formidable et qu'elle a Mmh. tout bien compris et qu'elle fait tout bien. Loin de là. J'ai beaucoup de prévention à son égard aussi, pour le dire gentiment. Mais le principal danger aujourd'hui, c'est le gouvernement Mmh. actuel. Et je pense d'ailleurs que dans l'opposition, beaucoup de gens en fait se disent: «Il vaut mieux n'importe quoi plutôt que le gouvernement actuel aussi». Et je peux aussi comprendre le cheminement, qui me conduit à penser ça. Moi, je suis pas d'accord, il ne vaudrait pas mieux n'importe quoi, mais je peux comprendre le cheminement qui pousse à tenir ce genre de raisonnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour rester au pouvoir, le parti socialiste a été obligé de céder sur la question de l'amnistie des anciens Oui, dirigeants, séparatistes catalans indépendantiste. qui avaient promu le référendum illégal du 1er octobre 2017. Alors, amnistie, ça veut dire quoi? Parce qu'il y avait déjà eu une grâce, il y a quelques années. La grâce et l'amnistie, c'est pas tout à fait la même chose. La grâce, ça veut dire: «Je vous dispense d'exécuter la peine pour laquelle vous avez été condamné». Ça veut dire que vous sortez de prison ou que votre amende est annulée. Mais votre Mmh. condamnation est maintenue, c'est-à-dire que dans votre casier judiciaire, vous avez bel et bien une condamnation. Vous n'exécuterez pas la peine qu'on vous a infligée, mais la condamnation est maintenue. L'amnistie, Amnistie, vous êtes lavé voilà. de tout. L'amnistie, ça veut dire, finalement, la condamnation qui a été prononcée contre vous est illégitime, on va l'effacer, elle n'existera plus, et c'est presque l'État qui s'excuse, qui vous demande pardon, parce qu'il a été, illégitime, infondé de vous condamner. Et c'est ce que Pedro Sánchez a accepté de donner aux séparatistes catalans, et en plus, cette amnistie, c'est une amnistie vraiment à la carte, parce qu'elle va très, très loin. D'abord, elle commence en 2011. 2011, c'est une date importante. Sans entrer dans les détails, ça va permettre aussi d'effacer beaucoup de cas de malversation liés Mmh. directement ou indirectement au séparatisme. En fait, l'argent de tous les Espagnols, ils peuvent s'asseoir dessus, hein, pour être très clair, c'est ça que ça veut dire. Je pense qu'ils ont l'habitude, mais disons que ça n'en reste pas moins scandaleux pour autant. Ça va permettre aussi d'amnistier un grand nombre de personnes. En réalité, toute personne qui aurait commis des, actes illégaux au nom du séparatisme catalan peut entrer dans le cadre de cette amnistie, y Ah compris les cas oui! de corruption ou les faits de terrorisme. Ça fait quand même beaucoup. Et ça concerne énormément de monde en réalité, ça concerne Mmh. énormément de monde. C'est peut-être un discours qui ne va pas, toucher la corde sensible de beaucoup des auditeurs, je ne sais pas, mais dans le cadre des manifestations séparatistes en Catalogne, particulièrement à Barcelone, il y avait eu des échauffourées importantes entre la police et les manifestants. Il y a des policiers qui sont paralysés à vie, qui ont des handicaps à vie. Eh bien, les responsables de ça, en vertu de la loi d'amnistie, ne seront jamais poursuivis. Voilà. C'est quand même assez révoltant. On comprend que ça puisse chauffer très, très fort. Et si vous voulez, ce qui est encore plus grave, c'est que Pedro Sánchez dit: «C'est ce qui va permettre d'atteindre la réconciliation entre les Ah, différentes parties». bah, évidemment. Alors, c'est un discours qui pourrait s'entendre, difficilement, mais qui pourrait s'entendre si les séparatistes catalans eux-mêmes disaient: «Bon, bah, on était trop loin, on a été emportés par notre idéologie, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire et on s'engage effectivement à essayer de recoller les morceaux», hein, pour le dire, de façon prosaïque, Qui et à mettaient ne un peu plus d'eau dans leur recommencer, vin, si tout vous voulez. simplement. Or, au contraire, leur Mmh. discours, c'est de dire: «Nous le referons dès que nous pourrons le refaire et nous ne regrettons absolument rien de ce qui a été fait, au contraire». Ce qu'on regrette, c'est que ça n'ait pas été assez loin et qu'on n'ait pas été assez, courageux ou radicaux dans notre combat. Donc si vous voulez, en fait, on est en train de dire à toute une partie des Espagnols, y compris des Catalans, hein, parce que, tous les Catalans ne sont pas séparatistes, loin de là. On est en train de leur dire en réalité, Oui. bah, ces gens-là vont s'en sortir sans problème.
Ils vont l'échapper belle, ils n'auront aucune condamnation et puis on va encore céder des choses au gouvernement régional catalan en matière d'autonomie ou de finances. Peut-être, par exemple, qu'on va leur céder l'ensemble des impôts et taxes qui pourront, être, perçus directement par, les autorités régionales catalanes. Ou peut-être qu'on va leur céder aussi la compétence sur les trains régionaux, qui aujourd'hui est compétence de l'État. Et qu'en plus, avant de leur céder cette compétence sur les trains régionaux, l'État va injecter massivement de l'argent pour les moderniser. Oh là Voilà, là, le dindon de la voilà, c'est farce. ça. Non, mais Tu c'est la même chose, tu investis dans le chemin de fer, tu rénoves des lignes et puis après tu les privatises. ouais, Hop là, on est à peu près c'est effectivement cadeau. sur le même schéma. Parce qu'en réalité, il ne faut pas s'y tromper. Certes, les autorités régionales catalanes sont de l'ordre du public et non pas du privé, mais en fait, c'est une forme de privatisation à l'égard du reste de l'Espagne. Ça Oui, revient au même dans les faits. Alors ces cessions, sur l'amnistie, sur d'autres sujets, ont enclenché des manifestations massives. En Espagne, il y a eu, par exemple, jusqu'à 1 million de personnes dans les rues de Madrid, à l'initiative de la droite, hein, du Parti populaire et de Vox, qui se sont alliés c'était sur pas cette du question. c'était pas à cette occasion qu'il y a eu des manifestations qui ont duré, près d'un mois, je crois, sans s'arrêter? Ou Oui, alors c'était, devant le siège du Parti socialiste, suffisant? alors là, on n'était pas sur 1 million parce qu'en fait, c'était des manifestations tous les soirs et qu'évidemment, au fur et à Mmh, mesure, le mouvement s'essouffle un peu, c'est logique. Mais oui. ponctuellement, on a pu avoir 1 million de personnes dans les rues. Mmh. Mais évidemment, ces Pas gens-là comme en faisant France. partie du fascisme et du mal, ils n'existent pas. Oui, Et je là, dis je comme en caricature France, on même pas le laisse les discours, mouvements hein. pourrir. Je caricature même pas le discours du pouvoir en place. C'est ce que dit le pouvoir en place, en fait. Ces gens-là étant dans le camp du mal, ils ne sont de toute façon pas légitimes à être entendus sur quoi que ce soit. Donc leur Magnifique. existence et leur manifestation ne changent rien à ce qu'on peut faire, de toute façon. Ce sont des gens de rien. Oui, 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 tout à fait. Il Tout à il ne fait. sert à rien de les écouter, ce sont à peine des Espagnols. En quelque sorte, oui, en quelque sorte et puis, Oui. il y a l'idée aussi, il y a cette espèce de totem du progressisme qui est beaucoup utilisé par Pedro Sánchez, les socialistes, leurs alliés. Nous représentons le progressisme en Espagne, à voir ce qu'ils mettent derrière, hein, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire Mmh. progressisme? Là aussi, c'est évidemment très discutable. C'est Mais le côté sociétal en général. c'est ce que j'appelle un mot talisman, c'est-à-dire un terme qu'on utilise pour se protéger du mauvais sort et qui permet de donner un totem d'immunité, en fait. On n'a pas Mmh. besoin de préciser ce que ça veut dire, ça suffit à placer dans le camp du bien. Donc si vous voulez, on est dans ce contexte-là. On a cette année 3 élections régionales en Espagne et comme je le dis à chaque fois, les élections régionales ont toujours une résonance nationale en Espagne, toujours. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on cherche à faire et quoi qu'on en ait, elles ont toujours une résonance nationale. On a la Galice le 14 février, le Parti populaire, la droite classique, reste au pouvoir, majorité absolue. Bon, caramba, encore raté au niveau régional pour Pedro Sánchez, les socialistes en plus deviennent encore plus, résiduels en Galice qu'ils ne l'étaient. Bref. C'est l'actuel, président du Parti populaire qui a été reconduit à sa charge ou il avait quitté son Non, il avait poste? quitté son poste en 2021 au moment où il avait été élu président du Parti populaire. Mmh, Son dauphin, en d'accord. fait, avait été élu, comme successeur, par le parlement régional galicien et son dauphin a remporté les élections du 14 février. Ce qui n'était pas forcément gagné, là aussi, ça a été un peu flottant pour le Parti populaire, mais ils ont conservé leur majorité absolue. Bon, Mmh. élection au Pays basque le 21 avril, date électorale, parfois importante. Hem, Là, le parti nationaliste basque de droite va probablement être reconduit au pouvoir en alliance avec les socialistes. Et puis on a les élections régionales en Catalogne, le 12 mai, où là, on va voir ce qui peut survenir si les socialistes vont être en mesure de gouverner ou pas. Là, ça va être une grande question. Est-ce qu'ils arriveront en tête avec suffisamment d'avance pour priver les séparatistes du pouvoir? Les résultats pour le Pays basque ne sont pas encore tombés? Si, Enfin, si, c'était si, quand même si, le 21. ils sont tombés. Simplement, comme le Ah, parti nationaliste ils sont pas basque n'a finis? pas de majorité absolue, il a entamé des négociations avec les socialistes. Ah, Alors, il est fort d'accord. probable qu'elles aboutissent, hein, c'est le plus probable, mais tant que c'est pas fait, je peux pas vous le dire de façon complètement affirmative. C'est pour ça que j'employais le conditionnel. Mmh. Donc on verra en Catalogne si les socialistes ont une avance telle qu'en fait, il ne pourra pas y avoir de coalition de partis indépendantistes. Ça ne veut pas dire que les indépendantistes cesseront d'être importants en Catalogne, parce que les socialistes auront besoin d'eux pour gouverner. Mais ils n'auront peut-être plus la majorité absolue. Les 3 formations indépendantistes qui sont aujourd'hui représentées au Parlement régional n'auront peut-être pas la majorité pour, comment dire? Pour gouverner, pour continuer à gouverner. Donc
On est sur un contexte électoral important, tendu, et puis en plus, au mois de juin, on a les élections européennes, où là, les socialistes risquent gros parce que la droite pourrait l'emporter assez largement. On verra ce qu'il en est, hein, mais c'est ce que disent les sondages jusqu'à présent. Bon, Quelque chose vient de me traverser l'esprit, après à vous de me dire si c'est pertinent ou non, mais j'ai l'impression que le PSOE, en étant en alliance avec les indépendantistes, de fait, enfin les divers indépendantistes séparatistes, est un peu comme leur marionnette. Et prenons l'hypothèse d'une alliance du PSOE en Catalogne, si les indépendantistes ne sont pas majoritaires. Est-ce que le PSOE sera en mesure de vraiment appliquer sa politique ou désespérer qu'il serait, de d'être le cœur d'une coalition ou d'être dans une coalition gouvernante en Catalogne? Il ne céderait pas tout aux séparatistes indépendantistes localement et de fait ne serait qu'un partenaire de coalition et n'aurait pas de poids à part avoir des certains postes, pour faire, bon, bah, placer les copains, ce genre de choses? Ou est-ce que c'est exagéré? Parce que c'est vraiment l'impression que ça me renvoie un peu. alors, c'est toujours compliqué d'abord parce que toute alliance contraint, par définition. Si Mmh. vous avez des alliés, vous êtes obligé d'en tenir compte. Ça, Mmh. c'est, là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est le b.a-ba de la politique, notamment de la politique en régime parlementaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors ensuite, vous êtes plus ou moins contraint en fonction de ce que vous êtes disposé à céder, des forces, du rapport de force en vigueur, et aussi, comment dire, des idéologies qui sont en jeu. Je Mmh. crois qu'effectivement, si le Parti socialiste pouvait gouverner avec le soutien d'un ou deux partis séparatistes en Catalogne, il serait obligé de céder beaucoup de choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait appliquer aucun point de son programme, mais il serait Mmh. obligé de céder beaucoup de choses. Ça, c'est certain. Mmh. C'est certain. Alors, il y a un jeu qui consiste à savoir qui est le pantin de l'autre et qui est le dindon de la farce dans Oui. cette histoire, si ce sont les socialistes ou les séparatistes. Ça dépend un peu des endroits, ça dépend un peu des sujets, ça dépend un peu des moments. Mais en fait, très clairement, les socialistes ont tous cédé aux séparatistes sur le plan national. Très Pile je clairement. gagne, face tu perds. Oui, oui, non, mais très clairement, ça c'est indiscutable. C'est indiscutable. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas voir non plus en Pedro Sanchez un génie de la négociation. Vous n'êtes pas un génie de la négociation à partir du moment où vous cédez tout. Ça n'existe pas. Mmh. Ça n'existe pas du tout. Il est évident que quand vous voulez forger une alliance, vous êtes obligé de transiger. Mais là, on n'est plus dans la transaction. On est dans la reddition, dans la capitulation en réalité. Mmh. Parce que sinon, vous ne conservez pas le pouvoir. Il faut être très clair. Vous ne conservez pas le pouvoir. Bon, ça c'est un peu le panorama général et puis on arrive, aux événements qui ont débuté la semaine dernière et qui, jettent un peu d'huile sur le feu en plus, si tant est qu'il, ait fallu en jeter en plus pour, envenimer davantage la situation. Le feu n'est jamais trop fourni. Voilà, c'est ça, mais parce que Pedro Sanchez se nourrit, hein, de ça. Je dis pas que c'est le seul en Espagne, hein, mais il se nourrit de ça. Il en a besoin aussi, pour exister politiquement. Que se passe-t-il? Hem La justice espagnole ouvre une enquête préliminaire sur son épouse, Begoña Gómez, avec laquelle il est marié depuis assez longtemps. Je pourrais plus vous dire depuis combien de temps exactement, je ne me souviens plus de tous les détails de leur vie de couple. Mais il est marié avec elle depuis bien avant, hein, d'être président du gouvernement ou de même depuis bien avant d'être premier secrétaire du Parti socialiste. Ils ont 2 filles Mmh. d'ailleurs. Donc il est marié avec Begoña Gómez. Et que se passe-t-il en fait? Sur quoi la justice enquête? Eh bien, il se trouve que Begoña Gómez est aujourd'hui sous le coup d'une enquête préliminaire pour corruption et trafic d'influence. Qu'est-ce quels faits hypothétiques lui sont reprochés? Depuis un moment déjà, hein, la presse a commencé à sortir ça assez abondamment. Eh bien, Begoña Gómez, dirige un master à l'Université Complutense de Madrid, qui est la principale université publique de Madrid et de toute l'Espagne d'ailleurs, un master en, collecte de fonds. Bon déjà, j'ai découvert que ça existait, je ne savais pas que ça existait. On vous apprend à collecter des fonds pour des associations, Des entreprises, c'est du oui, marketing? je pense que c'est à peu près ça le contenu. J'avoue que le contenu me laisse un peu perplexe pour le moins et le fait qu'elle ait été recrutée pour diriger ce master pose déjà des questions parce qu'elle n'a pas de qualification académique spécifique pour ça et d'ailleurs des témoignages de personnalités dirigeantes de l'université Complutense
porte à croire qu'il a fallu vraiment, changer un peu les règles pour qu'elle soit nommée à ce poste. Voilà, je n'en Mmh. dis pas Elle a plus. même pas de pa elle a même pas de passif de participation à des associations ou des choses comme Bah, en tout cas, ça, pas suffisamment de ce que pour j'ai compris de justifier? l'affaire, pas suffisamment pour justifier ça. Alors, Mmh. allons plus loin. Ce master en collecte de fonds, il a été créé par un chef d'entreprise, en Espagne qui s'appelle Carlos Barrabés et qui donc a choisi de recruter Begoña Gómez, de faire recruter Begoña Gómez comme directrice de ce master. Carlos Barrabés, donc ce chef d'entreprise, c'est l'actionnaire principal d'une entreprise qui s'appelle Innova Next. Hein, ça va avoir son importance. Donc vous voyez un petit peu le schéma pour le moment. Déjà, recrutement un petit peu suspect, curieux de Begoña Gómez pour un master en levée de fonds. Master créé par un chef d'entreprise qui est l'actionnaire principal d'une compagnie qui s'appelle Innova Next. Que se passe-t-il ensuite? Begoña Gómez, épouse du chef du gouvernement, recommande vivement l'entreprise Innova Next au Mmh. ministère des Affaires économiques et de la transformation numérique. Vous allez voir, c'est une entreprise formidable, donnez-lui des fonds. Donnez-lui des fonds dans le cadre du plan de relance européen. Et ni une ni deux, le gouvernement espagnol octroie 10,2 millions d'euros à Innova Next. Et en fait, on Mmh. revoit ce schéma se produire avec une autre entreprise importante, au moins une autre, qui est Globalia, qui est une entreprise du secteur des transports. Alors là, je parle, disons, voilà, de ce qu'on sait, et ensuite, hypothétiquement, tout ça tombe sous le coup du trafic d'influence. Voilà où on en est niveau judiciaire avec cette enquête préliminaire. J'espère que c'est à peu près clair pour ceux qui nous regardent et Oui. qui nous écoutent. Cette affaire, elle est indirectement liée aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout ça est très foisonnant en fait. Ce sont des réseaux, sur lesquels enquête la justice qui sont parfois très complexes. Cette affaire Begoña Gómez est liée indirectement aussi avec une autre affaire de corruption présumée sur laquelle enquête la justice espagnole et pour laquelle en ce moment il y a des commissions d'enquête parlementaires en Espagne qui s'appellent l'affaire Coldo ou l'affaire Coldo Garcia. Alors, Coldo Garcia, c'est un individu qu'on croirait tout droit sorti pour avoir une référence française, d'un volume d'OSS 117, ou voilà, de ce type de roman qui se déroule dans des milieux interlopes. Coldo Garcia, c'est un proche du Parti socialiste et notamment un proche d'un ancien ministre socialiste de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, qui avait été ministre des Transports, qui n'est plus au gouvernement depuis un moment, mais qui avait été ministre des Transports. Pour résumer, donc liaison indirecte avec les soucis de justice de Begoña Gómez. Pour résumer, on soupçonne plusieurs personnalités très haut placées dans le Parti socialiste d'avoir, durant la pandémie de Covid-19, acheté des masques à une entreprise qui s'appelle Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Cette Oh là, non. entreprise aurait utilisé le fameux Coldo Garcia comme intermédiaire, aurait fourni des masques défectueux ou non conformes au cahier des charges aux hautes personnalités régionales ou nationales du Parti socialiste qui les ont achetés. Et Coldo Garcia se serait servi au passage, avec de généreuses commissions. C'est même pas des tentatives, je m'attendais presque à ce que ce soit vendu à des membres du Parti populaire, pour essayer de les tuer avec le Covid, mais non, Non, ils les refilent à leurs propres copains. voilà, alors tout ça est aussi révélé depuis un moment. Il y a une liaison indirecte avec l'épouse du président du gouvernement qui l'embête beaucoup aussi et qui embête beaucoup son mari. Même si l'affaire dans laquelle elle semble directement liée, elle serait directement liée, est déjà très embêtante en elle-même, hein, ça c'est déjà suffisant en soi, mais Mmh. on a plusieurs personnalités, plusieurs hiérarques du Parti socialiste qui sont aujourd'hui, entendus, par des commissions d'enquête parlementaires et sur lesquelles il y a une enquête judiciaire également dans le cadre de cette affaire. Donc on a José Luis Ábalos, l'ancien ministre des Transports, on a Fernando Grande Marlaska qui est toujours ministre de l'Intérieur aujourd'hui. On a Francina Armengol, qui à l'époque de l'affaire était présidente régionale des îles Baléares et qui aujourd'hui est présidente de la Chambre basse du Parlement. On a André Victor Torres, qui à l'époque était président régional des îles Canaries, qui maintenant est ministre au sein du gouvernement Sanchez, en charge des territoires et de la mémoire démocratique. On a du beau monde, hein, on ne parle pas de second couteau.
On ne parle pas de second couteau. Oui. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que José Luis Ábalos, l'ami de ce mystérieux Koldo Garcia qui aurait probablement, peut-être, on suppose, touché des commissions au passage, José Luis Ábalos est un très proche, ou c'était un très proche de Pedro Sánchez. Surprenant, je l'attendais un petit peu ça, Ouais. s'il était déjà proche du Premier ministre. Donc, il est, oui, en tout cas, il était, parce que depuis il est accusé, il est un peu tombé en disgrâce. Mais il était très Les proche de masques de tombent. Pedro Sánchez. Bon. Donc on est dans cette atmosphère-là et donc toutes ces attaques judiciaires sont forcément pour Pedro Sánchez, pour le gouvernement, pour la gauche, une instrumentalisation de la justice à des fins idéologiques. C'est la réaction, le fascisme en Espagne, qui est coordonné avec la réaction internationale évidemment, hein, qui manipule, qui instrumentalise la justice pour faire tomber le gouvernement parce qu'il n'y arrive pas par le biais des élections. Alors là, je voudrais juste faire un petit aparté plus général sur la question du fameux lawfare, c'est-à-dire de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Je ne suis pas naïf, je sais que ça peut exister. Mmh. On en a des cas plus ou moins célèbres. Mais Petite pensée à François Fillon, voilà, alors on peut éventuellement. penser à diverses personnalités, diverses affaires en fonction de nos sensibilités aussi, hein, à gauche comme à droite. Je sais Mmh. que ça existe, je ne suis pas naïf. Mais le problème, c'est qu'il en va du lawfare comme il en va de l'accusation de conflit d'intérêts. Évidemment, nous, on n'en est jamais coupable. Notre camp est au-dessus de tout soupçon. Si on s'attaque en justice, c'est forcément une instrumentalisation des tribunaux par l'opposition, forcément. Voilà. Toujours. À moins qu'on soit honnête, et qu'on puisse reconnaître ses torts, mais ça, c'est trop demandé C'est en beaucoup trop général. demandé et les autres en face, s'ils sont accusés, voire condamnés par la justice, c'est forcément qu'ils sont coupables, forcément. Classique. De même que nous, on n'a jamais de conflit d'intérêts, au grand jamais, et que ceux d'en face, ils sont perclus de conflits d'intérêts. Donc je Ce veux sont les bases aussi, de la ouais, propagande. je veux aussi, insister là-dessus en expliquant que ça existe le lawfare indéniablement, mais qu'enfin il faut quand même, je pense que l'attitude qui consiste à utiliser le lawfare et l'accusation de conflit d'intérêts comme, des ressources démagogiques contre les autres, ça témoigne aussi, bon, d'une malhonnêteté, personnelle, ça c'est une première chose évidente, mais aussi je crois d'une profonde infantilisation de la politique, qui est vraiment une maladie de notre temps. C'est nous qu'on est les gentils et c'est les autres que sont les méchants. Voilà, hein, Tout à fait, oui. et c'est vraiment infantilisant. Ça ne veut pas dire que c'est pas utilisé, malheureusement, c'est massivement utilisé, mais c'est vraiment infantilisant. Moi, j'ai envie qu'on me parle comme à un adulte, hein, pas comme à un enfant, et je jugerai en mon âme et conscience de ce que j'estime bon ou mauvais pour le pays, et des programmes qui me séduisent ou qui ne me séduisent pas. Mais vous pouvez être à peu près sûr que si on me parle comme à un enfant, vous n'aurez jamais mon vote. Si vous me parlez comme ça, si vous voulez me prendre par la main et m'expliquer de façon un peu bébête qu'il y a les gentils et les méchants, ça marchera pas, vous n'aurez pas mon vote. Le problème, c'est que tout le monde ne réagit pas comme ça, le problème en tout cas de mon point de vue et en Espagne, ben, je veux dire, le problème, c'est qu'il y a aussi une dégradation, heu, de l'électorat, je pense véritablement, qui adhère pour une partie, de celui-ci, à ce type de discours. Donc je reviens et vous allez voir à quel point il peut y adhérer, je reviens à mon accusation, mon enquête préliminaire vis-à-vis de l'épouse de Pedro Sánchez. Donc Mmh. révélation, la semaine dernière de cette enquête préliminaire. À la suite d'une plainte déposée, et c'est là que ça va permettre, ça va donner, finalement à la gauche un argument, à la suite d'une plainte déposée par une association qui s'appelle Manos Limpias, littéralement main propre, qui est une association, c'est vrai, liée, on va dire, à l'opinion de droite radicale de façon générale. Bon. Mais moi, ce que je me dis, c'est que, premièrement, pour que la justice ouvre une enquête préliminaire, c'est qu'elle doit se dire: «C'est pas simplement une série de ragots, c'est qu'il y a matière à enquêter». Première Absolument, chose. oui. Et deuxième chose, après tout, une enquête peut conclure en disant: «Non, il n'y a pas matière à mettre en examen. On Mmh. estime que les accusations portées par certains ne sont pas suffisantes». Ou qu'elles le Et sont. il faut réagir du tac au tac, se défendre, non, non, c'est mensonger. Bon après, c'est la base pour se défendre, Ah mais tout à fait. mais au moins de l'intéresser. Mais après les autres ne sont pas obligés de suivre et peuvent juste regarder, sagement, voir, ce que la justice en dit et pour vite fait, sur le lawfare, quand bien même la justice peut être instrumentalisée,
par l'opposition ou par le pouvoir lui-même, pour initier, hein, pas pour orienter les conclusions, j'entends, mais pour initier des actions judiciaires. Heu, Si au final, la justice reste indépendante dans son jugement final, bon, c'est du vœu pieux, bah, c'est pas si grave que ça. Parce que de fait, si jugement est rendu par, une justice dont elle est prouvé qu'elle est indépendante, et ben, il y a pas vraiment de quoi, se scandaliser. Parce que de fait, la justice a dit que, heu, c'était condamnable, même si ça a été initié par un adversaire. Tout Mais à fait. c'est vrai que c'est assez sale, Oui. comme méthode Alors, pour lutter, je veux dire, évidemment, c'est idéal. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, des jugements, des procès vis-à-vis de dirigeants de gauche comme de droite, en Espagne ou ailleurs, on en a eu beaucoup évidemment en Espagne, on en a eu un certain nombre mmh ces dernières années. Et puis il y a parfois eu des condamnations et parfois eu des, comment dire? Des acquittements. Le problème, c'est que c'est toujours pile je gagne et face tu perds. Parce que, le discours du pouvoir aujourd'hui en Espagne consiste à dire que si la justice déclare innocents les, accusés faisant partie de notre, cercle idéologique, c'est bien la preuve qu'il n'y avait rien à dire et que, les accusations étaient fausses. Donc là, la justice est merveilleuse. S'ils sont déclarés coupables, c'est la preuve qu'il y a une instrumentalisation de la justice pour les disqualifier. Les classiques, Voilà, moi je considère que ça normal. ne fonctionne pas normalement comme ça. Mais ce discours Si. fonctionne. Donc Ouais. Pedro Sanchez, il prend connaissance de cette enquête préliminaire et puis, mercredi dernier, heu, il fait une annonce, il écrit une, lettre aux citoyens qu'il publie sur le réseau X, hein, anciennement Twitter. Une lettre qui est un chef-d'œuvre absolu, du sanchisme, si j'ose dire, qui explique qu'en fait, il doit prendre 5 jours de réflexion. Il va annuler l'ensemble de son agenda officiel. De prendre 5 jours de réflexion pour savoir s'il restera au pouvoir ou pas, s'il démissionne ou Mmh pas. mh. Parce qu'il est extrêmement touché par, cette curée, pardon, mise en œuvre contre sa femme et indirectement contre lui. Il explique que ce sont toutes les femmes d'Espagne qui sont attaquées parce qu'évidemment ça témoigne de la misogynie de ses adversaires. Bon, soyons très Oh! clairs, hein, je veux dire si Pedro Sanchez était marié à un homme, ce serait revenu exactement au même, mais peu importe. Mais là, ça aurait été homophobe, Peut-être, oui, non, encore mais je pire. sais pas, mais je veux dire, voilà. Ou si ça avait été une femme présidente du gouvernement mariée à un homme, ça aurait été exactement la même chose. Bon. Donc c'est évidemment de la misogynie, que tout ça émane de l'extrême droite, d'une extrême droite réactionnaire qui, en fait, au niveau espagnol, est extrêmement active dans les cercles judiciaires et médiatiques et qu'elle se coordonne avec la réaction internationale, Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni, et cetera, pour L'international tent de la voilà, c'est réaction. ça, pour tenter de faire tomber Pedro Sanchez. Cette lettre est, je vous le dis, est un chef-d'œuvre parce qu'en fait, elle est profondément effrayante. Elle est effrayante d'abord d'infantilisation. Heu, une bonne preuve, je trouve, et ça n'a pas été assez commenté à mon goût en Espagne, alors je comprends pourquoi un petit peu, mais c'est qu'il parle de sa femme en disant Begonia. Je suis désolé, on fait un écrit officiel en tant que président du gouvernement. On dit mon On dit épouse ou madame. Begonia Gomez, hein, puisque les femmes en Espagne ne prennent pas le nom de famille de leur mari, hein, donc elle s'appelle Begonia Gomez. Ou voilà, on utilise une formule un peu plus C'est formelle, très familier. mais Ouais. on dit pas bégonia, enfin, je veux dire, c'est comme si on se connaissait, qu'on avait fait une bouffe la semaine dernière, hein, désolé de le dire comme ça, qu'on était de bons amis. Et oh là là, ils sont méchants avec bégonia quand même, hein, pauvre Pedro. Là, c'est ce que je vous Bah, disais ça joue sur l'émotionnel. ah mais complètement, c'est ce que Enfin, je vous disais sur les émotions. On est sur la ouais. pitié, la commisération. Je suis humain, je suis touché. D'ailleurs, ce dont je ne doute pas, hein, je peux comprendre Oui, effectivement qu'il soit ouais. touché personnellement. Ça, je peux tout à fait le Oui. comprendre. Mais en politique, il faut avoir le cuir dur et de 2 choses l'une. Soit il est très touché personnellement et il se dit: «Je ne peux pas continuer comme ça parce que ça m'affecte trop et dans ce cas-là, je démissionne» et je trouve ça respectable. Mmh. C'est-à-dire que je peux comprendre. Ou bien il ne commence pas, à ouvrir un chapitre misérabiliste parce qu'il a suffisamment le cuir suffisamment dur pour continuer. Mais c'est ou l'un ou l'autre. C'est pas: «Je reste au gouvernement, mais oh là là, plaignez-moi, je suis triste». Il y a un très bon commentaire, je trouve, qui résume bien mon avis et l'avis de beaucoup de gens en Espagne d'ailleurs, hein, sur cette question.
qui a été fait sur Europe 1, je crois, par un chroniqueur qui faisait un petit résumé de l'actualité espagnole. C'était lundi ou hier maintenant, je ne sais plus, qui disait en fait, on dirait la crise d'un adolescent qui menace de partir pour que tout le monde le retienne et le supplie de rester. C'est pour ça que je parle Effectivement. d'infantilisation aussi, hein, c'est exactement ça. Bon. Et puis, d'autres commentaires. D'abord, personne ne démissionne avec un effet retardement. Personne ne démissionne à terme. Ou on démissionne ou on ne démissionne pas. Mais on ne dit pas je prends 5 jours pour y réfléchir. D'ailleurs, à titre Oui. personnel, je faisais partie de ceux qui, en Espagne, assez nombreux quand même, étaient persuadés qu'ils ne démissionneraient pas et que c'était juste une manœuvre politique pour tenter de reprendre la main sur le récit, parce que ça, Pedro Sánchez est assez fort pour ça aussi, il faut lui reconnaître, hein, et pour se poser en victime d'une espèce de Ça, complot fasciste réactionnaire. ça c'est limpide comme Oui, intention. tout à Enfin, fait, tout à fait. quand on voit comment il a procédé jusqu'à présent. Et puis, il explique, ou en tout cas, il fait comprendre qu'il est très amoureux de sa femme, ce dont moi je ne doute pas, à titre personnel. Ce qui l'honore d'ailleurs, hein, je veux dire, non mais moi, en fait, concernant sa relation avec Begoña Gomez, je m'en fiche complètement. Enfin, je veux dire, Oui, on s'en oui, fiche. oui, Enfin, il peut les être gens s'en très amoureux de fichent. sa femme, mais c'est très bien, hein, je veux dire, moi, j'ai rien contre leur couple à titre personnel, et je pense que c'est le cas de la plupart des Espagnols qui n'aiment pas les socialistes. Mais dans ce cas-là, il l'a quand même bien utilisé pour continuer sa relation avec ce qui, à mon sens, est peut-être le seul véritable amour de sa vie, qui est le pouvoir. Il l'a quand même presque sacrifié, parce que, par exemple, les médias étrangers qui ne parlaient pas ou quasiment pas de cette affaire se sont mis à en parler et à associer le nom de Begoña Gomez, indirectement celui de Pedro Sánchez, à une affaire de corruption. Et d'ailleurs, au niveau international, pour le coup, moi, tout ce que je vois dans la presse internationale, dans les principaux pays et dans les principales langues du monde, montre que son opération n'a pas vraiment réussi. En tout cas, sur le plan international, pour le coup, C'est ça. c'est plutôt raté. C'est plutôt Bah, raté. l'important, c'est l'intérieur et les élections enfin, Alors, je suis d'accord qu'évidemment, l'enjeu immédiat pour le le plus pouvoir. important, c'est l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il a quand même probablement des ambitions internationales, notamment au niveau de l'Union européenne à Oui. terme, qu'il veut être un peu le champion de la social-démocratie européenne et que malgré tout, c'est un peu une pierre dans son jardin. Mais c'est vrai que le plus important, je suis d'accord avec vous, c'est le plan intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le parti le supplie de rester. Le comité fédéral du Parti socialiste de samedi dernier devient une espèce de spectacle où on appelle les militants socialistes à manifester leur soutien à Pedro Sánchez devant le siège de la formation à Madrid, où le Parti socialiste fait affréter des bus de toute l'Espagne pour rameuter le plus de monde possible. C'est du spectacle, oui. Oui, mais C'est une mise en c'est scène. du très grand spectacle, c'est du très, très grand spectacle. Alors, il y a eu à peu près 15 000 manifestants autour du siège du Parti socialiste. On peut estimer que c'est beaucoup, c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas rien. Maintenant, 15 000 manifestants venus de toute l'Espagne, c'est moins que le nombre de personnes encartées au Parti socialiste à Oui, c'est Madrid. ça. D'accord, hein? Ouais, Ça permet quand même de rappeler un petit peu les ordres de grandeur. Et je vous disais, par exemple, la droite avait été capable, contre l'amnistie, d'amener 1 million de personnes à Madrid. Les ordres de grandeur ne sont plus les mêmes du tout non plus. Bon, finalement, fin du psychodrame, fin du caprice de Pedro Sánchez, lundi à 11h. Je réexplique En fait, je reste. Voilà, je reste. Alors, avant d'expliquer que je reste, parce que je ménage encore un petit peu le suspense pour être toujours au centre de l'attention médiatique, j'explique que c'est de nouveau une attaque contre le statut de la femme en Espagne. Enfin, c'est vraiment délirant, hein, je veux dire, il n'y a que lui et ses partisans acharnés qui peuvent croire à ça, et encore, je pense que lui n'y croit même pas. Et en fait, je reste, et je reste avec plus de force encore si possible, et je vais entamer, et alors je trouve l'expression absolument désastreuse et effrayante, je vais entamer un nettoyage démocratique de l'Espagne. Je m'attendais au terme nettoyage. C'est Pour je ne je sais trouve pas quoi, vraiment une mais expression absolument terrifiante, absolument terrifiante. Et en fait, très clairement, là, on est sur le début d'une opération offensive contre les médias opposés au gouvernement actuel, contre la justice. Alors, on avait déjà vu depuis un moment, hein, c'est pas une nouveauté complète, des attaques
des insultes, des disqualifications contre la presse d'opposition. Je dis pas que la presse d'opposition, est peuplée de saints et qu'elle fait tout bien, à nouveau, hein, mais il me semble que dans une démocratie libérale normalement constituée, ça fait partie du jeu qu'on accepte. C'est que la presse d'opposition nous critique, ça c'est une première chose, et qu'elle puisse révéler éventuellement des scandales. D'ailleurs, je note au passage, c'est très intéressant, que le principal journal à avoir révélé les différents aspects les moins reluisants du comportement supposé de Begoña Gómez, la femme de Pedro Sánchez, donc c'est un journal centriste, El Confidencial, et que ni Begoña Gómez ni Pedro Sánchez n'ont jamais démenti ce qu'El Confidencial sortait. Ils Mmh. n'y ont même jamais fait allusion. Ce qui est pour le moins curieux, je trouve. Leurs attaques se concentrent contre la droite, l'extrême droite, la réaction, le Une fascisme. Et une ces forme révélations-là, d'honnêteté pour ne pas, une forme d'honnêteté, de ne pas nier, les accusations, on alors va est-ce que c'est de dire. l'honnêteté ou pas? Je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, Oui, voilà, et on peut le d'ailleurs ce voir comme journal ça. l'a dit lui-même. Il a dit: «Attendez, jusqu'à présent, C'est nous. personne n'a même dit que nous mentions». Alors de là Mmh, à dire que, les preuves que nous apportons sont fausses, mais même personne n'a jamais dit que nous mentions. mmh. Puis alors El Confidencial, on peut reprocher à ce journal aussi des choses, mais enfin, on est très loin de l'extrême droite, hein. El Confidencial, c'est un journal centriste qui a un discours assez critique aussi vis-à-vis de Vox, par exemple, hein. Ce ne sont pas des soutiens Oui, de ce parti, hein, donc voilà. ça paraît très logique. Mais est-ce que, par exemple, aussi la presse de gauche est alignée derrière le PSOE et la Oui. coalition Oui, ou est-ce oui. qu'il y en a des Oui, critiques? oui, oui. Ah oui? La presse de gauche, mais de toute façon, en C'est fait, le il y a une bloc. polarisation de la presse en Espagne. Si vous Ouais. voulez, je trouve que l'immense avantage de la situation des médias en Espagne, c'est qu'en fait, il y a pas de tromperie sur la marchandise. En ouvrant un Mmh. journal, on sait ce qu'on va y lire. Je trouve que ça a au moins le mérite de l'honnêteté. Oui. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on peut ne pas être d'accord en étant de droite, par exemple, avec certaines choses que dit El País, qui est, on va dire, le journal de référence de la social-démocratie espagnole, et qu'inversement, si on est de gauche, on peut être d'accord avec ce que dit ABC, qui est le journal conservateur traditionnel en Espagne, un peu comme peut l'être Le Figaro, par exemple, en France. Mais Heu, il n'y a que le centre pour faire un pont entre les 2, on va dire, oui, 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 être un peu neutre, si on et le peut centre en Espagne dire ça. est réduit à peau de chagrin aujourd'hui, hein. Oui, c'est ça, parce qu'il y a pas de formation politique centriste en Il Espagne. y en On a pourrait s'attendre à un petit centre il y en a libéral, plus. mais non. Citoyens Ouais. avait tenté le coup, hein, dans les années 2015-2019, centre libéral, Ciudadanos? Ciudadanos, voilà, Ouais. qu'on disait proche de, La République en marche, devenue Mmh. Renaissance. Mais, ce parti a aujourd'hui ne pèse pour rien dans la politique, espagnole, hein. Ils ont perdu, tous leurs élus nationaux et Un peu en dommage. région, ils sont une force résiduelle, hein. Ça, c'est la malédiction du centre en Espagne, c'est qu'ils ne parviennent pas à se maintenir. Ils peuvent faire quelques coups Ils d'éclat, se mais font ils ne se maintiennent pas. dévorer, ils sont dévorés à la droite et à la gauche, Exactement, oui, oui, mais ça, c'est la c'est tragique. polarisation, hein, de la politique en Mmh. général et de la politique espagnole en particulier. Oui. Polarisation qui est très forte et comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, en Espagne, les gens, sont presque plus certains, de ce qu'ils ne veulent pas voir au pouvoir, de ce qu'ils plutôt que de ce qu'ils veulent voir. C'est-à-dire que Mmh. cette polarisation, elle se joue plutôt sur du rejet que sur de l'adhésion en réalité. Ce qui est excessivement malsain. Oui, c'est très malsain, on est d'accord, mais voilà, c'est le spectacle auquel on assiste aujourd'hui. Et donc là, on assiste effectivement aussi, hein, l'autre, phénomène qui se produit aujourd'hui très clairement sous nos yeux, c'est une tentative de la part de la majorité, ou du gouvernement actuel, pour être plus précis dans les termes, de contrôler ce qui reste d'indépendant dans la justice espagnole et comment dire? D'intimider, la critique, notamment la critique médiatique. Heu, En fait, on est vraiment sur une dérive autoritaire qui n'est pas nouvelle, je le répète, mais qui s'accélère très nettement. Et tout ça au nom de la démocratie, parce qu'en fait, Pedro Sánchez explique qu'il Eh oui, représente la démocratie avec son camp et de façon toujours. exclusive. En réalité, l'opposition ne trouverait grâce à ses yeux que si elle disait la même chose que lui, si c'était pas une opposition, pour nous résumer. Heu, C'est très démocrate tout oui, oui, ça, oui, mais en fait, si vous voulez, on n'est plus dans un jeu politique normal où chaque parti représente une option idéologique à laquelle on adhère ou pas. Non, non, c'est le bien et le C'est le mal. bien et le mal. Alors, je répète, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est vraiment une idée qui me paraît très importante. Ce n'est pas nouveau en Espagne.
mais Mmh. ça a pris encore comment dire? Ça s'est encore renforcé Ça ça depuis. gonfle sans Voilà, cesse. C'est comme aux États-Unis, la polarisation qui est extrême. oui, oui, tout à fait. Ah, mais tout à fait. Là, on est sur pire que de l'irréconciliable entre les électeurs et les partis, hein. C'est vraiment des haines inexpiables, où on se déteste mutuellement. Et c'est ce qui explique, je le disais tout à l'heure, l'impossibilité d'une grande coalition droite-gauche ou gauche-droite, comme vous voulez, en Espagne. C'est aujourd'hui, tout du moins, c'est strictement impossible. C'est strictement impossible. Et d'ailleurs, je crois que le camp qui est le plus opposé, ce serait même pas la droite classique, parce qu'on voit le président du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, Qui fait des régulièrement, petites ouvertures. voilà, prêt à passer des alliances avec les socialistes, au moins sur Mmh. certains points. Mais c'est la gauche qui n'en veut pas. Je trouve là Alberto Núñez Feijóo d'une naïveté confondante. Alors, je comprends aussi que sur le plan électoral, il cherche à faire ça pour apparaître comme un modéré, pour dire: C'est ça, je suis le camp de la il fait acte raison». de bonne foi. Voilà. C'est ça, il fait acte de bonne foi. Il montre: «Regardez, je suis pas sectaire, Mmh. je suis pas le fascisme, je suis prêt à accepter, des compromis et des gens, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec Non, mais moi», tout à fait, tout à fait. Hem, c'est plutôt habile. alors, on pourrait dire que c'est habile, mais je crois que en fait, ça n'est comment dire? C'est faire acte d'une incompréhension, à mon avis, du panorama idéologique et politique espagnol actuel. Bah, il Je pense qu'en fait, Alberto Núñez Feijóo est persuadé que le parti socialiste espagnol d'aujourd'hui est celui des années 80. Alors, je n'idéalise pas non plus le Parti socialiste ouvrier espagnol de Felipe González, qui avait été président du gouvernement de 82 à 96 en Espagne. Il avait beaucoup de défauts. On pouvait lui reprocher beaucoup de choses. Mais Felipe González, c'était un homme convaincu qu'il y avait une démocratie et qu'elle n'appartenait pas aux socialistes. D'ailleurs, en 96, ce qui est intéressant, c'est que le Parti populaire arrive en tête, mais n'a pas la majorité absolue. Et certains au Parti socialiste disent à Felipe González, vous êtes deuxième, mais vous pourriez conserver le pouvoir par une série d'alliances. Et là, Felipe González, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Le Parti populaire est arrivé en tête. C'est à lui qu'incombe la charge de former un gouvernement et de diriger. mmh, changement de Et mentalité. voilà, et on peut reconnaître au moins ça à Felipe González, de dire: «Je ne suis pas le dépositaire exclusif de la démocratie et du bien en Espagne. D'autres partis que le mien peuvent gouverner». Bon, il est Peut-être que l oui, peut-être que l'actuel, président du Parti populaire espère, en montrant qu'il est ouvert tout ça, faire appel aux potentiels modérés ou du moins le peu qu'il en resterait ou éventuellement aux abstentionnistes pour amener des gens: «Regardez, vous voyez bien qu'ils font n'importe quoi, qu'ils sont sectaires, nous on est capable de dialoguer, votez pour nous». oui, ah bah, évidemment C'est que c'est peut-être ça. ça. Évidemment qu'il y a ça, hein, derrière. Je le vois bien. Mais je pense que cette stratégie est perdante. Moi, je la vois comme une Mmh. stratégie perdante. Alors, c'est le problème d'Alberto Núñez Feijóo, hein, parce que moi, je ne suis pas, adhérent du Parti populaire. J'ai, beaucoup de choses qui me séparent de cette formation, et bah, «s'ils gouvernent pas», entre guillemets, tant pis pour eux. Mais objectivement, si on se place de son point de vue, hem, c'est perdant. Pour moi, c'est perdant. Mmh. Et je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, hein. Je ne suis pas le seul à le dire. Hem, Il gagnerait plus à être dans une opposition franche, à oui. dénoncer, ce genre de choses? Je mmh, je C'est je pense que c'est pas incompatible, ouais. sur le plan électoral, tout du moins, Mmh. ce serait plus payant dans les urnes. Ça me Mmh. paraît manifeste. D'ailleurs, ce qu'il faut Mmh. comprendre, je disais, au sein du Parti populaire, il y a logiquement plusieurs courants et certaines personnalités de premier plan du Parti populaire n'ont pas exactement la même stratégie. La présidente régionale madrilène, Isabel Díaz Ayuso, est comme d'habitude beaucoup plus offensive vis-à-vis des socialistes et de la gauche. Est-ce que ce serait pas plus intelligent, enfin, ou plus intéressant plutôt, que ce soit elle la tête? Parce que ça protégerait aussi peut-être, vu qu'elle aurait le totem féminisme, ou je ne sais pas Ouh quoi, là, alors justement, bon, alors c'est vrai qu'au sein du Parti populaire et la droite espagnole en général, beaucoup rêvent d'Isabel Díaz Ayuso comme présidente du Parti populaire et tête de liste au niveau national. parce qu'elle est un peu plus conservatrice, offensive, on va dire, Oui, 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 puis peut-être? elle a indéniablement aussi plus de charisme, hein. Je veux dire, Alberto Núñez Mmh. Feijóo, il est comme Mariano Rajoy, son prédécesseur, pas immédiat, mais son Il est prédécesseur. normal.
Oui, mais en fait, je pense que ce sont des gens, voilà, ils sont sympathiques. Mmh. Moi, je trouve Mariano Rajoy et Alberto Núñez Feijóo, on dirait, pour prendre là aussi une référence française, des membres de la petite bourgeoisie de province d'un film de Claude Chabrol. Avec leurs défauts, leur côté un peu, comment dire, leur caractère qui manque d'imagination, leur conservatisme un peu étriqué, mais aussi leur sympathie, leur bonhomie, leur honnêteté relative, voilà, ce genre de choses. Le côté un peu Jacques Chirac, on va On dire, va dire ça, oui, oui, dans oui, l'idée. on va dire ça. Sauf que, je pense qu'électoralement, ça ne paye pas en Espagne. Mariano Rajoy n'a pu être élu Mmh. président du gouvernement en 2011 que parce qu'il y avait la crise économique et ses effets en Espagne. Et que les Mmh. socialistes, en fait, ce sont plus les socialistes qui ont perdu en 2011 que la droite qui a gagné. Il y a ce sentiment, en fait, en Espagne, que la droite gagne toujours par défaut, là où la gauche gagne par adhésion. Ah, c'est dur, hein. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas? J'aurais tendance à croire que c'est plutôt justifié. Mais c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend régulièrement, hein, que finalement, ou alors très rarement, peut-être la seule fois où la droite aurait gagné par adhésion, c'est en 2000, quand Aznar a été réélu avec la majorité absolue, parce qu'il avait eu un premier mandat très favorable, notamment sur le plan économique. C'est peut-être la seule fois, voilà. C'est ce qui aussi fait regretter à certains José María Aznar à droite, tout en oubliant les côtés plus discutables du personnage aussi. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et donc, je crois que voilà, il y a très peu de charisme chez Alberto Núñez Feijóo. Alors, il essaye de jouer, bien sûr, hein, de ce côté très affable, modéré même dans ses manières. Mais je crois qu'en fait, ça ne fonctionne pas sur le plan électoral, vraiment. Mmh. Et que ce qui pourrait fonctionner aujourd'hui, alors là aussi, hein, je spécule un peu, c'est plus une campagne à la Isabel Díaz Ayuso, qui est la présidente régionale madrilène. Mais d'abord, elle n'est pas présidente du parti au niveau national, donc ce n'est pas elle la tête de liste, pour Mmh. commencer. Deuxièmement, si elle voulait être présidente du parti au niveau national, il faudrait qu'elle soit élue à la tête du parti. Donc elle ait Oui, suffisamment de grands soutien. électeurs, parce qu'en fait ça fonctionne comme ça au Parti socialiste, il y a un système de grands électeurs. Parti populaire. Le Parti populaire, pardon, oui. Il faudrait qu'elle ait suffisamment de grands électeurs sur son nom, donc qu'elle ne suscite pas trop d'opposition non plus, hein, parce qu'il y a aussi des oppositions internes, évidemment, hein. Et puis qu'elle le veuille elle-même. Mmh. Or, aujourd'hui, elle ne cesse de répéter, alors est-ce que c'est sincère ou pas? Je n'en sais strictement rien, je ne suis pas un intime, hein, d'Isabel Díaz Ayuso, mais elle ne cesse de répéter qu'elle n'a aucune aspiration nationale et que ce qui l'intéresse, c'est la région de Madrid. Elle préfère peut-être être plus tranquille à gérer, la région la plus importante quand même, Oui, c'est pas oui, oui, exagéré de dire oui. que c'est Ah non, comme non, ça. mais oui, c'est ça, hein, à beaucoup, Ça beaucoup de points de vue, c'est la région la plus importante en Espagne, oui. ce qui ferait d'elle, non pas, la figure de premier plan, mais peut-être une faiseuse de roi ou, une éminence grise, on va dire, au moins une personne d'influence au sein du parti, dont la voix compterait. C'est peut-être plus confortable. Alors, il y a peut-être ça, ou peut-être attend-elle son heure aussi. Peut-être qu'elle se dit que c'est trop Oui, tôt, aussi. et que pour le moment, elle n'aurait pas de chance, Mmh. de réelles chances de diriger le parti, mais que d'ici à 2, 3, 4 ans, peut-être que ça le fera. Je ne sais pas, à nouveau, hein, Qui je ne laisse suis pas un pourrir la intime. situation. Voilà, je ne suis pas un intime d'Isabel Díaz Ayuso. Le fait est que de toute façon, elle a une influence au sein du parti. J'expliquais tout à l'heure que Alberto Núñez Feijóo n'est pas le successeur immédiat de Mariano Rajoy à la tête du Parti populaire. Parce qu'entre les 2, il y a eu un président, élu en juillet 2018 qui s'appelle, puisqu'il est toujours vivant, hein, il est jeune d'ailleurs, qui s'appelle Pablo Casado. Pablo Casado, il a essayé à un moment, prenant peur de l'influence d'Isabel Díaz Ayuso, il a essayé de la faire tomber. Bien mal lui en a pris parce qu'en fait, les, membres, les personnes encartées au Parti populaire, les sympathisants et puis finalement la majeure partie de la direction, On ont pas trop décidé de le apprécié. lâcher. Ouais. Je dis pas que, Isabel Díaz Ayuso refera la même chose avec Alberto Núñez Feijóo, sachant qu'en réalité, dans cette histoire, c'est vraiment Pablo Casado qui s'est pris tout seul les pieds dans le tapis, en réalité. Mais son influence n'est pas négligeable. C'était quand même intéressant de voir qu'on avait, devant le siège du Parti populaire, à ce moment-là, au moment de ce scandale, des sympathisants du Parti populaire qui manifestaient contre la direction du Parti populaire. Je trouve que, indépendamment de ce qu'on pense, hein, de l'idéologie du Parti populaire, c'est un beau contraste avec les socialistes qu'on fait manifester pour le Parti socialiste devant le siège du Parti socialiste. Je trouve ça très intéressant à titre Effectivement, oui. personnel. Côté plus mobilisation,
spontané, Oui. volontaire Ah, pas dans très dans l'idée. clairement, oui, 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 là, il y a pas de Puis, il y a pas de doute là-dessus. les gens ont peut-être aussi probablement juste, avec beaucoup de mots de précaution, ne pas apprécié qu'on essaie de se tirer dans les pattes, au sein même du parti, qui plus est contre une personne qui est efficace et populaire. Enfin, j'ose imaginer qu'elle est efficace si elle est à son poste. Heu, enfin, plutôt que de vous, faire vos luttes internes pourries, essayez d'être efficace contre l'adversaire. Alors, je pense qu'il y a des gens effectivement qui, déploraient, la discorde interne, ça c'est vrai. Mmh. Et puis je pense que Pablo Casado a très mal mesuré la popularité immense d'Isabel Díaz Ayuso à droite. Je pense que, ça Mmh. c'est un mauvais calcul de sa part. Il n'a pas du tout compris ça et c'est pour ça que je Plus dis qu'il fort s'est qu'il ne pris les pieds l'était. dans le tapis, d'autant qu'en fait, cette tentative de déstabiliser Isabel Díaz Ayuso a été très maladroite en fait. Il a voulu, comment dire? Il a laissé filtrer, le fait qu'il y avait eu des écoutes illégales donc, hein, internes au Parti populaire, organisées par la direction du parti à l'encontre d'Isabel Díaz Ayuso et aussi du maire de Madrid qui est également à droite. Et que ces écoutes auraient permis de déterminer qu'il y avait eu des choses louches sur le plan financier. Alors, Et plusieurs choses. Déjà, premièrement, ah, parce que comme ça, vous faites c'est des écoutes illégales. Pour commencer, c'est très habile hein, de dire ah oui, on a fait c'est des pas écoutes, malin oui, du tout! on a fait des écoutes illégales, on a trouvé ça. Bon, premièrement. Et puis, de deux choses l'une, soit Isabel Díaz Ayuso est innocente, et dans ce cas-là, en fait, vous essayez de la faire tomber, soit elle est coupable, mais que ne l'avez-vous pas dit à la justice avant? Que n'avez-vous pas amené ces éléments auprès de la justice avant? Parce que dans ce Et cas-là, que vous vous n'avez-vous rendez pas fait des écoutes voilà, illégales? non mais Enfin, dans ce cas-là, vous vous rendez coupable du délit prétendument commis, puisque vous ne l'avez pas dénoncé dès que vous en avez eu connaissance. Vous vous rendez c'est vraiment complice, mal vous géré. vous rendez complice. Et puis en plus, pour ce qui s'est passé ensuite, c'est que aussi bien au niveau espagnol qu'européen, les procès contre Isabel Díaz Ayuso, enfin plus exactement contre son frère, parce que c'est son frère qui était directement impliqué, qui ont eu lieu, ont tous abouti à un acquittement. Aussi bien au niveau espagnol qu'européen, la justice a estimé qu'il n'y avait pas de délit financier. Mais enfin, bon, bah, c'est pour ça que je te dis que Pablo Casado, c'est vraiment s'est pris les pieds dans le tapis, s'est tiré une balle dans le pied, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. On voyait à Mais l'époque une caricature dans la presse espagnole où Pablo Casado dégoupillait une grenade pour l'envoyer à Isabel Díaz Ayuso, sauf qu'il envoyait la goupille et pas la grenade. C'est un peu ça. c'est une bonne Oui, image. oui, c'est un peu ça, voilà. Donc, c'est une personnalité influente. Je ne sais pas si un jour elle dirigera le Parti populaire. Ça, je ne peux pas le dire parce qu'il y a des rivalités internes aussi hein, qui pourraient l'en empêcher. Mais c'est une personnalité influente. Mais ça Mmh. n'est pas la présidente du Parti populaire, ça n'est pas la tête de liste aux élections générales. Et je crois que, je ne sais pas si Alberto Núñez Feijóo s'en rend compte ou s'il s'en moque, ou s'il essaye de contrer cette impression, mais il n'emballe pas les foules, il faut être honnête. Je veux dire, il n'emballe pas les foules. Mmh. Beaucoup de gens votent pour lui parce qu'en fait, ils veulent voir le Parti socialiste perdre le pouvoir. Mais Mmh. ils n'ont pas une adhésion délirante, ni même raisonnée à Alberto Núñez Feijóo, on en est très loin. Se voulant une figure, heu, j'allais dire enfin, je vais utiliser le terme de conciliatrice Mmh. parce que j'ai perdu le mot. Consensuelle, Oui. voilà. Il se veut consensuel, mais de fait, bah, en voulant plaire à tout le monde, on plaît à personne En tout cas, on et n'emballe personne. Parce que de oui. toute façon, soyons clairs, quels que soient les efforts de modération qu'il fait, la gauche continuera à penser qu'il est fasciste. C'est une Mmh. réalité, hein, je veux dire, les personnes qu'il va réussir à convaincre à gauche qu'il n'est pas fasciste, c'est vraiment à la marge. Heu, c Justement, j'aurais voulu, vous poser, vu que vous avez évoqué les courants internes au PP, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des courants internes au PSO qui critiquent la direction que prend Pedro Sanchez, qui trouvent que, au hasard, pour la démocratie, c'est pas fou ce qu'il fait, même si bon, le pouvoir, on aime bien, mais alors oui, c'est quand même pas très propre. Genre des sortes de frondeurs comme ce qu'il y avait eu sous Hollande. alors il y en a, il y a des gens qui critiquent effectivement. Il y a notamment un président régional socialiste, un des derniers présidents régionaux socialistes, Emiliano García Paje, qui préside depuis 2015 la Castille-La Manche. La Castille-La Manche, c'est la région au sud de Madrid, dans le centre de l'Espagne. Mmh. Excusez-moi. Lui, il est régulièrement critique avec Pedro Sanchez. Mais sa critique, d'abord, heu,
on va dire, c'est une critique de déclaration, c'est pas une critique d'acte. Par exemple, il pourrait essayer de retourner, même de façon ponctuelle, les députés socialistes de Castille-La Manche au niveau national contre Pedro Sánchez, ce qu'il ne fait jamais. Mmh. Il y a aussi la vieille garde du Parti socialiste, mais qui, elle, est complètement marginalisée. Felipe González, l'ancien président du gouvernement, qui aujourd'hui est très âgé, mais qui est toujours interviewé dans les médias, a dit que lui, il y avait des choses qu'il ne partageait pas du tout chez Pedro Sánchez. Il y a des gens, hein, le seul président régional madrilène socialiste, qui a dirigé jusqu'en 95, il a été exclu du Parti socialiste pour avoir critiqué à plusieurs reprises Pedro Sánchez. D'ailleurs, c'est On n'est intéressant. pas sectaire quand on vous dit. Voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, puisque Isabel Díaz Ayuso, ensuite, l'a récupéré comme une figure de proue et l'a proposé, il a été élu récemment, l'a proposé comme président de la Cour des comptes régionale. Oh, c'est beau! Voilà, non, mais c'est formidable. Hein, ça, c'est le jeu de la politique politicienne. Je trouve ça toujours très drôle. Oh, Enfin, drôle, le jusqu'à un bras certain point. d'honneur. Jusqu'à un certain point. Mais en réalité, Pedro Sánchez tient le parti. Il tient le parti, Mmh. très clairement. Mmh. Les courants dissidents ne peuvent exister qu'à condition qu'ils soient limités et qu'ils acceptent de s'en prendre un petit peu plein la tête de temps en temps. Mmh. Si à un moment ils haussent le ton, je pense qu'il faut qu'ils acceptent que, à Madrid, on dise qu'en fait, ils n'y comprennent rien et qu'il ferait mieux de se taire. Voilà. Ah, est-ce qu'après une exclusion du parti, parce que j'imagine que c'est la sanction suprême, Mmh. ça pour des contestataires, est-ce qu'une exclusion du parti serait vraiment si dommageable? Typiquement, prenons le président de région de Castilla-La Mancha, s'il était exclu du parti parce qu'il devenait un peu véhément et vraiment actif, est-ce que ça pourrait lui porter vraiment préjudice? Ou tout comme on a en France, par exemple, des dissidents socialistes et tout ça, qui se maintiennent parce qu'ils sont en fronde avec la ligne du parti, ça pourrait le faire? Ça pourrait peut-être le faire. En fait, c'est difficile à dire, hein, parce que, Ouais, l'écosystème j'imagine. socialiste de Castille-La Manche est particulier aussi. L'existence des régions espagnoles implique aussi des écosystèmes un peu particuliers, des écosystèmes idéologiques et Mmh. partisans. Le Parti populaire de Madrid est un peu particulier, le Parti socialiste de Castille-La Manche est un peu particulier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont qu'ils sont à des kilomètres, hein, de la ligne de leur formation, mais ils ont leurs particularités. Ça, c'est vrai. Alors peut-être qu'ils seraient Ce élus. maudit pays décentralisé où tout est Oui, non, mais décentralisé, c'est même les vrai. partis C'est politiques. vrai, non, non, mais c'est vrai. Peut-être qu'ils seraient réélus très confortablement, parce qu'ils diraient: «Voilà, moi je représente les intérêts de la Castille-La Manche, y compris, s'il le faut, contre mon propre parti, qui m'a Mmh. exclu». Ça, c'est Mmh. fort possible, je ne sais pas, mais le fait est que la question ne Oui, s'est jamais posée parce que Emiliano García Paje, le président régional de Castille-La Manche, il reste timide. oui, il reste timide, il a sans doute pas le courage de sauter le pas et d'aller jusqu'au bout. Ou alors il Mmh. joue un jeu, hein, il joue un rôle, je ne sais pas. Ça, je le connais pas intimement non plus, hein, Donc voilà où on en est à peu près. Je pense que j'ai donné un panorama général, de ces questions institutionnelles, idéologiques, politiques, en Espagne à l'heure actuelle. Je ne sais pas du tout parce que j'ai souvent la question, on me dit: «Vous pensez que ça peut évoluer comment?» Et je redis toujours ce que je dis à chaque fois. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas devin, je me garderai bien d'ailleurs de faire tout pronostic. D'abord parce que j'ai pas envie d'être démenti par les faits à l'avenir et puis aussi parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il s'est passé tellement de choses en Espagne sur le plan politique et institutionnel sur les 20 dernières années que, je pense que bien malin est celui qui va pouvoir dire: Ça arrivera et ça n'arrivera jamais». On ne sait pas. En fait, on ne Mmh. sait plus à force, hein. Oui. Bah, dans un monde où, le réel rattrape la parodie, c'est compliqué de faire des prédictions, et Exactement, de oui. dire que l'absurde n'arrivera pas. Exactement et puis je pense que, la réalité a largement dépassé la fiction. Je Mmh. reste persuadé, qu'un jour ou l'autre, surtout, au vu du succès des séries espagnoles, à l'international, je reste persuadé qu'on finira par avoir une sorte de House of Cards espagnole. Alors moi j'adorerais ça parce qu'en plus je suis un grand fanat de la série House of Cards donc, voilà. Si on avait quelque chose d'une aussi belle facture, je signe tout de suite et puis en fait, comme on dit en espagnol, se quedaría corto, hein, ce serait vraiment en dessous encore de ce que la réalité peut nous réserver, hein, mais je pense que Pedro Sánchez dans une sorte de, Frank Underwood, pour ceux qui ont la référence, espagnole, ce serait merveilleux. Enfin, on pourrait faire, 6, 7, 8 saisons avec ça sans aucun problème, hein. Bah, écoutez, je vous propose pour, aller vers une conclusion, que vous avez dit l'essentiel de ce que vous voulez dire. Vous aviez et pour, faire un peu un lien avec l'actualité, pas que espagnole, mais aussi plus européenne électorale, vous voyez un peu où je veux Mmh vous mh. emmener.
vous aviez évoqué les aspirations éventuelles de Pedro Sanchez au niveau européen. Mmh. Est-ce que vous en savez un peu plus? Et éventuellement, si vous pouviez, développer un peu sur les élections européennes à venir en Espagne, quelle serait leur importance, ce genre de choses? Mmh. Alors, pour le moment, on a beaucoup prêté d'intentions européennes ou mondiales à Pedro Sánchez. Pedro Sánchez d'ailleurs est actuellement le premier secrétaire ou le président, je ne sais plus quel est le titre, mais je crois que c'est le 1er secrétaire de l'Internationale socialiste. Il a Ah, été élu par acclamation, parce qu'il était le seul candidat en fait. Hem, on lui a prêté à un moment la volonté de diriger l'OTAN, d'être le secrétaire général de l'OTAN en remplacement du Norvégien Stoltenberg, qui est, sur le mmh. départ si je ne me trompe pas. Il y a déjà Ursula, Oui, qui alors il y a prétendrait au d'autres poste. candidats potentiels, et Mmh. puis, heu, vu la, relative timidité de Pedro Sánchez à l'égard de la Russie, je suis pas sûr que sa candidature soit la plus indiquée ou en tout cas la plus acclamée par les États membres de l'OTAN. Ça, c'est une première chose que je tiens à signaler pour commencer. On lui a, prêté aussi la volonté qui me paraît peut-être un peu plus probable pour le coup, d'être le président du Conseil de l'Union Du européenne, parti. en remplacement de Charles Michel, le Belge qui est aussi sur le départ. Ce serait d'autant plus probable qu'en fait, alors je ne suis pas un spécialiste de la chose européenne, mais tout ce que j'ai compris, il y a des espèces d'équilibres géographiques et idéologiques avec des rotations qu'on essaye de maintenir, de respecter pour la présidence du Conseil de l'Union européenne et que grosso modo, le prochain président du Conseil de l'Union européenne devrait être un social-démocrate d'Europe du Sud. Ce C'est qui lui donne un certain avantage, sachant que les sociaux-démocrates ne sont plus au pouvoir au Portugal, qu'ils ne sont pas au ouais. pouvoir en Italie et qu'ils ne sont pas au pouvoir en Grèce non plus d'ailleurs, et que je sache en Mmh. Croatie, je ne crois pas non plus. Donc peut-être. Alors lui dit, à l'issue là de sa crise, de son caprice de 5 jours et de sa non-démission, il dit, «Moi je suis même partant pour une réélection à la tête, du gouvernement espagnol». Bon, ça c'est ce qu'il dit, hein, je ne sais pas s'il le pense vraiment ou pas. Il a encore du temps avant les prochaines élections, c'est ça Oui. qui fait un peu peur aussi. Ah ben, Il y a c'est encore sûr beaucoup de temps. que sauf dissolution anticipée, mais improbable pour le moment, Oui, les prochaines élections, c'est en 2027 en Espagne, hein, donc on n'y est pas, on n'y est pas. l'attente va être longue, Oui, on n'y est pas comme et partout. il a le temps de faire des dégâts malheureusement à la tête de l'Espagne. Mmh. C'est ça qui est un peu inquiétant, mais bon, on lui prête parfois cette volonté de présider le Conseil de l'Union européenne aussi, avec en fait des bonnes chances d'y parvenir. Bon, je Mmh. sais pas, hein, moi je vous dis voilà les bruits de couloir assez insistants, mais c'est peut-être complètement injustifié, hein, je suis pas dans le secret des dieux. Concernant les élections européennes en Espagne, je pense qu'en fait, pour le moment en tout cas, elles sont complètement parasitées par les 3 élections régionales de début d'année et puis par Mmh. cette polarisation politique là qui a connu son point d'orgue avec, la non-démission de Pedro Sánchez. Je pense que vraiment personne n'a en tête les élections européennes pour le moment. Les sondages, en tout cas l'écrasante majorité des sondages, donnent une nette victoire de la droite aux élections européennes, du Parti populaire et de Vox pour les sièges du Parlement européen attribués à l'Espagne. On verra ce qu'il en Mmh. est, mais je pense que personne n'a la tête à ces élections européennes, clairement pas. Clairement pas. Encore Alors moins que d'habitude. oui, alors est-ce que ça va changer une fois que les élections catalanes du 12 mai seront passées? Une fois qu'on va se rapprocher de l'échéance électorale européenne? Peut-être. J'ai quelques doutes. Honnêtement, j'ai quelques doutes, hein. Je pense que ça va pas passionner les foules, ça va pas passionner les foules. Mais bon, on verra d'ici là. En tout cas, d'après la plupart des sondages, ce serait une victoire de la droite, donc à confirmer, je ne sais plus quelle est la date en juin. Oui, c'est en juin, mais après, oui, je n'ai plus J'ai la plus la date date en tête, aussi, c'est dire si ça me passionne aussi. Mais c'est en juin, donc on verra quoi, hein. C'est grosso modo 1 mois après les élections régionales catalanes. J'ai des doutes, hein, vraiment sur l'enthousiasme que ça peut susciter en Espagne. Je crois que c'est surtout une affaire de rapport de force européen, notamment entre la droite et la droite radicale, parce que visiblement, c'est surtout là-dessus que ça va se jouer en réalité au niveau européen. Et puis c'est une affaire de place aussi, de poste, hein, pour les partis politiques et leurs proches, hein, très clairement. Mmh. D'accord. Ouais, très bien. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter éventuellement ou on peut conclure? Écoutez, non, comme ça, j'ai rien de spécial à ajouter. Je pense que voilà, j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire.
Je pourrais dire plein d'autres choses, je pourrais rentrer dans d'autres détails, mais je crois que pour fixer un certain nombre d'idées centrales sur l'actualité espagnole, c'est déjà pas mal. Mmh. Ouais, très bien. Bon, bah, dans ce cas-là, on part pour l'outro et je vous remercierai. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat. Encore merci beaucoup, Monsieur Klein. C'est à vous. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée à tous. Au Au revoir. revoir.